Et salut à tous, on se retrouve en live une nouvelle fois. On est le mardi 9 juin 2026 et on va discuter de l'actualité football. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon lundi. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du match de l'équipe de France qui a eu lieu hier soir. Dernier match de préparation pour les Bleus avant la Coupe du Monde 2026. Donc on va en discuter évidemment. On va parler des matchs de hier soir avec enfin, ce qui nous intéressait le plus avec le Pays-Bas-Ouzbékistan, le Pays-Bas qui galère dans ses matchs de préparation après leur défaite contre l'Algérie. Ils ont fait seulement une victoire, pardon, mais 2-1 contre l'Ouzbékistan. L'Espagne, par contre, qui a battu le Pérou 3-1, qui a quand même encaissé un but. On va en parler, mais évidemment, le match principal et celui qui nous intéressait, c'est le match de l'équipe de France et la victoire hier contre l'Irlande du Nord avec un triplé de Michael Olise. Voilà, victoire 3-1 des Bleus. Donc dans cette actu football du jour, on va parler des Bleus, on va revenir sur Michael Olise. Alors, il y a un documentaire qui est sorti sur l'équipe, Michael Olise, meneur tout-puissant. Donc c'est un documentaire de 10 minutes, je sais pas si on pourra le regarder ensemble, mais on va essayer de voir un ou deux extraits, je sais pas si je vais être strike ou non. Mais on essaiera d'en parler du match du joueur du Bayern Munich. On va parler aussi de Ousmane Dembélé, on en a parlé hier sur son influence grandissante dans le vestiaire de l'équipe de France, mais sur le terrain, Ousmane Dembélé, chez les Bleus, c'est un peu plus compliqué, hein. Il n'a pas le même aura, comme on peut dire, sur le terrain, il n'a pas forcément les mêmes stats non plus que le Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Donc on essaiera un peu d'analyser quel est le problème d'Ousmane Dembélé en équipe de France. Est-ce que c'est son positionnement? Est-ce que c'est lui qui peut-être un peu plus timoré quand il est chez le bleu? On essaiera de voir ça. On parle beaucoup des joueurs dans cette équipe des Bleus, mais il y a un homme qui fait sa dernière campagne avec les Bleus. C'est Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, le général français, pour une dernière danse. On va voir ce que Dedesch a encore sous le capot pour son dernier gros run avec les Bleus. On sait que Didier Deschamps, de toute façon, ça sent pas forcément la retraite après cette Coupe du Monde pour lui, hein. On parle pour lui de rejoindre d'autres clubs, donc on verra. Mais en tout cas, voilà la dernière danse de Didier Deschamps avec les Bleus. Pour cette Coupe du Monde, on parlera du parcours des Bleus, avec quel potentiel adversaire pour la France en cas de qualification en 16e de finale. Donc en fonction de la position des Bleus, on verra qui est-ce qu'on peut affronter pour la suite de la compétition. On en parlera juste après, ça sera un peu de la science-fiction. Et aussi, on continue sur ce mondial concernant les autres sélections. Et là, c'est plutôt un point infirmerie. Donc, il y a plusieurs points qu'on voulait aborder. Surtout, Juren Timber qui déclare forfait pour le mondial avec les Pays-Bas. Et c'est Geertruida qui sera appelé. Euh, Côté Brésil, c'est Neymar. La blessure de Neymar évolue bien selon la CBF, donc la Fédération brésilienne de football, avant le début du mondial, même si on sait que Neymar ne devrait pas jouer beaucoup, et les examens médicaux pour le Marocain Ezalzouli, blessé avant le début du mondial. Donc on verra est-ce qu'il sera disponible pour sa sélection marocaine. Point aussi dont on voulait aborder, alors là c'est pas du sportif du tout, mais c'est un arbitre qui n'a pas pu intégrer, enfin rejoindre le sol américain, qui a été arrêté à la douane juste avant de rentrer à l'aéroport. Donc la FIFA confirme que l'arbitre somalien, refoulé par les États-Unis, ne pourra pas officier lors de la Coupe du Monde. Donc là c'est un point important, on en parlait hier déjà pour certaines sélections, on n'avait pas vu ça pour les arbitres, donc... donc on suivra ça de près. On verra ce qui est dit dans l'article exactement. Et la préparation de la Suisse qui tourne un petit à petit au cauchemar. Hier, on en parlait. Alors, on n'avait pas fait le tour de l'article, mais la Suisse qui était sur une île aux serpents. Et là, maintenant, le camp de base des joueurs a été menacé par un incendie. Donc, pas les meilleures conditions pour la Nati pour se préparer à ce mondial. On en discutera évidemment. Et enfin, on va plutôt aller sur l'actualité mercato, sur la Ligue 1, les clubs étrangers évidemment, mais surtout la Ligue 1. La Ligue 1, on pensait qu'Alexandre Dujeu, ça serait direction l'OGC Nice, vous voyez, on a mis le petit maillot aujourd'hui. Et finalement, il va bien être le nouvel entraîneur de Lorient. Donc pour l'instant, toujours pas de nouveau coach du côté niçois, Alexandre Dujeu qui avait quitté le SCO d'Angers à la fin de la saison. Donc voilà, et après, nouvel entraîneur pour notre équipe de Ligue 2, le PSG de Ligue 2, on s'en rappelle de ce surnom. Saint-Etienne a trouvé le successeur de Philippe Montagnier, l'Écossais, pardon, Yann Catro va devenir le nouvel entraîneur des Verts. On va voir qui est cette personne, quel est son palmarès, est-ce qu'il a quelque chose
est-ce qu'il a une autre expérience? On verra sur Yann Castro, j'avoue que je ne connais pas le personnage. Et évidemment, on fera notre petit point sur X avec Fabrizio Romano. Euh, Fabrizio Romano, on va voir quelles infos il a pu encore nous sortir. Le leaker italien, hein, on sait qu'il a pas mal, ça bouge pas mal du côté du Real Madrid, hein, avec la réélection de Florentino Pérez, les arrivées de Denzel Dumfries, de Ibrahima Konaté, mais il y a plein d'autres choses, hein, potentiellement du Pierre Sage. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, de toute façon, on verra ça juste après. Emiliano Martinez aussi. Donc voilà. Voilà, on en parlera évidemment. Voilà pour le sommaire de ce live aujourd'hui. On va être en live pendant 2 heures à peu près, donc au moins jusqu'à midi. Donc voilà, si vous avez des questions, je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes sur le chat. N'hésitez pas, des questions, des affirmations, peu importe ce que vous voulez dire sur le chat, venez réagir avec moi comme ça. Ça ne sera pas un monologue de 2 heures, hein, que ça soit sur TikTok et sur Twitch. Juste avant le petit point promo. Si vous souhaitez rejoindre la communauté Hattrick, bien sûr, et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne TikTok, la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music et Deezer, mais aussi tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X, Snapchat, Thread, enfin tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Donc à Trick FR, voilà. Les amis, ça nous aide beaucoup pour faire avancer le média. Voilà, donc si vous avez, je le répète, si vous avez des questions, des affirmations, n'hésitez pas dans le chat. On va commencer tranquillement, donc avec les matchs de hier soir, donc il y avait pas mal de matchs amicaux. On va pas tous, on va pas en parler de tous, mais surtout des équipes principales qui nous intéressent. Déjà les Pays-Bas, après leur défaite contre l'Algérie, ils ont encore galéré cette équipe des Oranges contre l'Ouzbékistan. On le voit, victoire 2-1. Donc déjà, but à la 32e sur penalty de Cody Gakpo. Et après, c'est un deuxième penalty qui leur a donné la victoire. Ils ont eu une expulsion lors de ce match contre l'Ouzbékistan. Hein, l'Ouzbékistan qui avait égalisé à la 90e plus 2 et à la 90e plus 8, nouveau penalty pour les Pays-Bas. Et c'est une victoire. Donc voilà, déjà on voit sur ce résumé de match. Après, j'ai pas vu le match en entier évidemment, mais on voit qu'ils galèrent. On se rappelle, hein, ils avaient perdu en milieu de deuxième, je crois, sur un but de Hadj Moussa contre l'Algérie. Donc les Pays-Bas, pourtant, qui ont une très belle génération, hein. Il y a des gros noms dans cette équipe, hein. On le voit, Cody Gakpo, donc il a mis un doublé sur penalty. Mais Daniel Malen, on a Summerville, Gravenberch, De Jong, le milieu de terrain, hein, Reinders, De Jong, Gravenberch, c'est quand même assez solide. Même la défense, hein, alors moi je suis pas le plus grand fan de tous les joueurs, mais Virgil van Dijk, Van Eyck, Van de Ven et Dumfries, quand même, il y a que le gardien où, voilà, c'est pas forcément un nom très connu. Je sais pas où il joue, Verbruggen. C'est le gardien de Brighton. Mais, mais voilà, plutôt des beaux joueurs dans cette équipe des Pays-Bas. Brobbey qui est rentré. Alors, Thiel, il a fait une sacrée entrée, hein, parce qu'il est rentré à la 72e minute, il se fait expulser à la 87e. Bon, pas un grand match, hein, il n'a pas gagné des points, je pense, aux yeux de Ronald Koeman. Mais on voit sur le banc aussi Noah Lang, Kup Miners, Kluivert, Atto, De Roon, Memphis Depay, Nathan Ake. Qu'est-ce qu'on peut. Quinten Timber. Wout Weghorst aussi, hein, le bon vieux Wout Weghorst, hein, le géant de 2 mètres. Et voilà, les Pays-Bas qui galèrent, on va peut-être checker les stats. Voilà, ils ont la domination quand même, hein, contre cette équipe ouzbek. L'équipe ouzbek, on n'en a même pas parlé. Mais voilà, il y a très peu de joueurs qu'on connaît. Il y a évidemment Kouchanov, hein, le défenseur de Manchester City. Après, le reste, j'avoue que je ne connais pas du tout. Je crois que c'est beaucoup de joueurs d'un même club et du même championnat en plus. Donc, compliqué de connaître un peu tous ces joueurs. Voilà, Kouchanov qui joue à Manchester City. Sinon, le reste, j'avoue, je ne reconnais même pas les logos. Mais coaché par Fabio Cannavaro, hein, ce bon vieux Fabio Cannavaro, hein, ancien défenseur de la Juve, du Real, hein, Ballon d'Or 2006, hein, on ne l'oublie pas quand même, qui a quand même un sens tactique, hein, qui a été entraîné par de grands coachs. Et donc voilà pour ce match amical. Après, comme on le dit d'habitude, hein, les matchs amicaux, c'est pas là où on a le plus de réponses, c'est souvent sur le terrain, dans les matchs en jeu qu'on verra ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est compliqué pour les Pays-Bas. Si on passe à un autre match hier sur
sur pardon, les matchs amicaux, on avait l'Espagne qui a battu le Pérou. Merci à Valentin Lapoiri Saluzzo pour le follow. Merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté Hat-Trick, hein, ça fait chaud au cœur que vous soyez de plus en plus chaque jour, hein, donc merci beaucoup, hein. Premier follow du jour, ça fait plaisir. Donc on disait sur les autres matchs amicaux, l'Espagne, la Roja, les champions d'Europe, favoris parmi certains favoris pour le mondial. La Roja qui s'est imposée 3-1 contre le Pérou avec des buts d'Oyarzabal, de Pedri en première mi-temps. Et après c'est un contre son camp d'un joueur péruvien qui a donné le 3-0 pour l'Espagne. Et enfin c'est Vélez qui est venu réduire l'écart, pardon, pour cette équipe du Pérou. Côté Espagne, voilà, Luis de la Fuente, il a fait pas mal de changements, donc voilà, on va pas forcément se fixer sur le 11. On avait du Unai Simon, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Llorente, Cucurella. Ça ressemble quand même à l'équipe titulaire, hein, de cette Espagne, hein. On voit Pedri, Rodri au milieu de terrain, Ferran Torres, Fabian Ruiz, Baena et Oyarzabal. Alors peut-être que Baena et Ferran Torres, je suis pas sûr qu'ils soient tous titus, hein. On voit, il y avait Dani Olmo est rentré à la mi-temps. Qui est-ce qu'on peut voir? Eric Garcia aussi qui rentre à la mi-temps, Zubimendi, Gavi qui rentre à l'heure de jeu, potentiellement Grimaldo plutôt que Cucurella. Voilà, il y a des questions, hein, sur ce 11 de l'Espagne, hein, qui rentrera pas. Là, il a fait tourner tout son bon, sauf au niveau du troisième gardien, hein, c'est David Raya qui est rentré en deuxième mi-temps, pas de Juan Garcia. Mais sinon, tous les Espagnols sont rentrés sur la pelouse hier et ont plutôt déroulé contre cette équipe du Pérou. Le Pérou, je ne sais, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais pas s'ils sont à la Coupe du Monde. Hem, non, il y a pas de match pour le Pérou, donc ils ne seront pas en Coupe du Monde, il me semble, pour cette équipe péruvienne. Voilà. Donc voilà, victoire de l'Espagne, plutôt bon pour se lancer dans ce mondial, hein. Les Espagnols qui ont pas trop galéré. Toujours pas de Lamine Yamal et de Nico Williams, mais comme l'avait dit Luis de la Fuente, on le rappelle hier, hein, il devrait être disponible, hein, pour le début du mondial. Pour l'Espagne, le premier match du mondial, ça sera contre le Cap-Vert le 15 à 18h. Donc le 15, ça sera lundi. Donc lundi, début du mondial pour les Espagnols à 18h contre le Cap-Vert. Après, dans leur poule, ils auront l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Il me semble qu'on en a parlé hier. Mais enfin, le match amical qui nous intéressait le plus, ça reste quand même les Bleus avec la victoire contre l'Irlande du Nord, hein, 3-1 contre l'Irlande du Nord avec un triplé, un hat-trick même, je dirais, de Michael Olise. C'est Michael Olise, hein, c'est un peu le crack en ce moment de cette équipe de France, hein, c'est vraiment le joueur à avoir dans son équipe. Au niveau de la compo de Didier Deschamps, on avait le 4-2-3-1 où, voilà, comment lire cette composition. Mike Maignan dans les cages évidemment, William Saliba qui était présent, donc là c'est plutôt un point positif, même s'il est sorti à la mi-temps pour le préserver. William Saliba était bien titulaire, donc on est en espérant qu'il n'ait pas ses soucis, qu'il n'ait plus ses soucis de dos en tout cas, pendant ce mondial. À ses côtés, Dayo Upamecano, hein, le taulier de cette équipe de France, hein, je pense, hein, en défense centrale, tout le temps titulaire, tout le temps présent, même s'il rate un peu son tacle sur le but de l'Irlande du Nord, mais toujours là. Salut à Mini Toto, bienvenue sur le live, bonjour d'un Parisien, bah, bonjour d'un Niçois. Pour toi, Mini Toto, si tu as des choses à dire sur ce live, n'hésite pas. On continue sur la compo de l'équipe de France. Sur les côtés, Théo Hernandez, Jules Koundé. Pour le coup, cette fois-ci, j'ai trouvé que Théo Hernandez avait fait plutôt un bon match, assez actif, plutôt en jambes, même s'il a eu légèrement du déchet. J'ai trouvé son match plutôt bon. Voilà, 6 sur 7 au duel remporté. Qu'est-ce que l'on a? On a 3 interceptions, 3 dégagements, 2 récupérations. Au niveau des passes, c'est plutôt pas mal, hein. C'est surtout sur les centres s'il en a fait. Bon, 0 sur 2 sur les centres, voilà. Mais je l'ai trouvé plutôt actif sur ce côté gauche avec Désiré Doué. Désiré Doué, donc là, c'était la question hier, Bradley Barcola, Désiré Doué, qui serait titulaire. On a dit que ça serait une très bonne indication, pour le mondial, qui sera bien titulaire dans ce quatrième offensif de cette équipe de France. Donc là, c'était plutôt Désiré Doué. Moi, à droite, je mets Zahir Emery. Koundé catastrophique. C'est vrai que Koundé, il a pas fait un grand match. Après, il a vraiment plus des missions défensives, hein, sachant que Michael Olise, c'est pas le plus grand défenseur non plus. Donc il est plus sur des perfs défensives, hein. On le sait qu'il est utilisé comme ça en équipe de France.
C'est vrai qu'il a pas fait un grand match, hein, il a remporté 0 duel. Voilà, 41 sur 43 en passe réussie. Qu'est-ce qu'il a? Il a 49 ballons touchés. Une avancée progressive, c'est pas ouf. Voilà, aucun centre, il a même pas tenté de centre. Passe réussie dans le dernier tiers, 16 sur 18. Voilà, un petit match de Jules Koundé, plutôt défensif, mais on l'a pas forcément vu. Et il est sorti à la mi-temps, donc il n'a pas pu en montrer un peu plus. Merci à Mini Toto pour le follow, ça fait extrêmement plaisir aussi. Bienvenue dans la communauté Hattrick. Au milieu de terrain, on avait Rabiot, Tchouaméni. On pouvait s'attendre potentiellement à N'Golo Kanté titulaire, hein, pour ce match de préparation. Mais Didier Deschamps a voulu garder son milieu que je pense qu'il utilisera pour cette Coupe du Monde. Et après en attaque, Ousmane Dembélé était bien présent. Donc on a dit Désiré Doué à gauche. Kylian Mbappé en pointe et Michael Olise. Alors Michael Olise, match exceptionnel, hein, triplé, que dire de plus? Voilà, hein. J'ai une stat, bah, on veut bien l'écouter. Koundé, il a jamais alors si on parle encore de Koundé et que je vois il a jamais été bon, je trouve que Jules Koundé, défensivement en tout cas, ça a toujours été assez solide quand même en équipe de France. Il a moins de trous d'air qu'au Barça, après c'est une tactique différente. Mais c'est vrai qu'offensivement, il a du mal à apporter, hein, c'est pas on voit pas forcément l'entente qu'il a avec, Lamine Yamal par exemple au Barça. Mais tant qu'il fait son taf défensif, pour moi, Jules Koundé, je le garderai titulaire. Je le préfère clairement à Malo Gusto, hein, à droite. Warren Zaïre-Emery, on l'a pas encore vu en équipe de France à droite. Pourquoi pas? Bon, ça n'a pas été testé par Didier Deschamps, donc on saura potentiellement jamais. Dembous transparent, Dembélé, on va en parler juste après. Si jamais la France prend la Coupe du Monde et que Dembélé, Ballon d'Or, sera le seul joueur à l'avoir. Bah non, il y a plein de joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde et le Ballon d'Or en même temps. Coupe du Monde, Ballon d'Or, Ligue des Champions x2. Oui, ça c'est peut-être une autre stat, mais c'est pas la même. Bref, l'animation trop soporifique. Alors, sur Ousmane Dembélé, eh ben, on avait un petit article, hein, vous savez qu'on fait en même temps qu'on parle des matchs de hier soir, on parle on fait une petite revue de presse, pardon. Donc, après l'Irlande du Nord, on va pas en parler plus que ça, honnêtement. Voilà, ils ont fait le match qu'on s'attendait. Ils ont mis quand même un beau but, hein, le joueur, je crois que c'est Charles. Non, ouais, c'est ça. C'est Charles qui fait une très belle passe décisive. Euh, qui fait une très belle passe décisive, hein, qui lâche pas le steak, hein, on va dire ça comme ça. Sur le tac de Dayo Upamecano, il tombe, il se relève quand même. Donc c'est plutôt, il a fait plutôt une belle passe décisive. Après, la finition est propre de la part de Kelly. Donc voilà. Donc sur Ousmane Dembélé, voilà, son match, il a été assez transparent. J'ai aucun fait marquant de Ousmane Dembélé. Lors de ce match, il a un seul tir et il est contré. Voilà, une seule touche dans la surface aussi pour Ousmane Dembélé. Après, il était un peu dans un rôle de deuxième attaquant. Il n'était pas vraiment numéro 10, pas vraiment à droite, c'était assez bizarre. Son rôle, on a dit que Ousmane Dembélé était un peu plus libre maintenant sur le terrain avec Didier Deschamps, mais ça n'a pas forcément été très payant. Voilà, il a deux passes réussies dans la surface. 11 sur 13 aux passes réussies dans le dernier tiers. Au niveau des centres, il en a un réussi, deux déviations sur deux réussies. Au niveau des passes, il a 37 touches seulement sur le match, hein. Même Jules Koundé, il a plus de touches que lui. Bon, après, c'est un défenseur Jules Koundé, donc c'est un peu autre chose. Sur les duels remportés, il en a 2 sur 3 et il a 2 sur 2 au tacle réussi. Donc il a plutôt fait un match peut-être un peu plus défensif et encore. Je sais même pas si on peut dire ça pour Ousmane Dembélé. Donc voilà, ça a été un peu plus compliqué. On verra, hein, s'il reste quand même Ballon d'Or. Il a fait encore une très bonne saison du côté du PSG, hein. Ça fait 2 ans qu'il marche sur l'eau avec le PSG. Mais c'est vrai qu'en équipe de France, on a du mal à retrouver le Ousmane Dembélé que l'on a l'habitude de voir. Euh, Hop, ça c'est pour mes infos. Mercato. Euh, Dur à trouver dans l'axe et sur la retenue avant la Coupe du Monde, le Dembélé des Bleus n'a pas encore l'influence de celui du PSG. Pour son retour après la finale de Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a été dur à trouver dans l'axe et n'a pas exprimé son potentiel en pensant surtout à la suite. C'est un article d'Anthony Clément pour l'équipe. Les triomphes parisiens ont fait d'Ousmane Dembélé un autre joueur acclamé par le public nordiste à l'annonce des équipes, mais ils n'en ont pas encore fait un autre international. Alors que Michael Olise a décidé de régler le débat sur sa meilleure situation
Sur sa meilleure utilisation en étant bon partout, le Ballon d'Or n'a pas profité lundi soir de son positionnement dans l'axe pour prendre une autre dimension en bleu. Il faut dire qu'on ne l'attendait pas forcément à Lille et sa retenue dans les courses semblait d'ailleurs suggérer qu'il avait conscience que la Coupe du Monde ne débutait pas encore contre l'Irlande du Nord, mais sa soirée n'a pas apporté de réponse aux questions qui se posent. Peut-il être complémentaire de Kylian Mbappé qui aime décrocher? Peut-il déployer la même influence qu'avec le PSG où il a la pointe rien que pour lui? Le titulaire français qui a touché le moins de ballons. Si un tel talent donne plus de solutions qu'il ne pose de problème, il n'a pas été assez trouvé pour le prouver. Et sa place au cœur de l'attaque a surtout signifié qu'il était bien caché au milieu des défenseurs nord-irlandais. Il a été ainsi le titulaire français qui a touché le moins de ballons, seulement 37 en 62 minutes. Quand Désiré Doué en compte 66 dans le même temps. Ce n'est pas très réjouissant, mais ce n'est pas inquiétant si on envisage l'Irlande du Nord comme un sas de décompression entre l'Everest d'une finale de Ligue des Champions et les altitudes d'une Coupe du Monde. On avait 2 matchs de préparation pour être dans le bain. On va arriver aux États-Unis dans les meilleures conditions, a souligné le Parisien sur TF1. Je me suis bien senti, je suis content de l'animation offensive. On bouge beaucoup, on dézone, on essaie de se comprendre. On joue comme ça depuis mars et c'est très bien. Olysée en est à autant de buts en 17 sélections que Dembélé en 59. Et là, la stat est fait assez mal quand même. Contre le Brésil, 2 buts à 1 le 26 mars, les permutations avaient toutefois été plus fréquentes, plus efficaces, et Dembélé avait offert une passe décisive à Mbappé. Ils n'ont pas tissé les mêmes liens lundi, et c'est Olysée qui a le mieux cherché le capitaine avec des passes laser qui avaient déjà éclairé le jeu contre la Côte d'Ivoire. Lorsque Dembélé se reposait de ses exploits européens, il y a encore quelques réglages à trouver. Je ne peux pas ignorer qu'il est encore dans une phase de gestion par rapport à ce qu'il a traversé, a noté le sélectionneur Didier Deschamps. Ousmane a besoin de récupérer physiquement et psychologiquement face à des blocs bas. Ce n'est jamais évident. Ça ne l'était pas non plus pour Mbappé qui a arrosé sans jamais être précis, tandis que Dembélé a au moins tiré profit de sa seule frappe contrée par Rueri McConville. Euh, Elle a été reprise par Olysée qui a ouvert le score 43e avec son triplé, le Munichois en est déjà à 7 buts en 17 sections, autant que Dembélé en 59 apparitions. Cela dit quelque chose de l'utilisation en bleu de l'ancien Rennais, notamment accaparé par des tâches défensives au Qatar en 2022, mais cela dit aussi que sa carrière internationale n'a pas été transformée comme l'a été sa carrière en club. Voilà, le match de Ousmane Dembélé, c'est vrai qu'il n'a pas été fameux, il est plus sur des tâches défensives, une nouvelle fois en équipe de France. Alors on en parlait hier évidemment sur son positionnement, doit-il être à droite, là c'était en espèce de faux 10, deuxième attaquant, ou directement en neuf. C'est vrai qu'en neuf on avait Kylian Mbappé. Kylian Mbappé il a pas mal vendangé aussi, alors un peu plus actif que Ousmane Dembélé, il a touché un peu plus de ballons, mais c'est vrai qu'il a manqué pas mal d'occasions. On voit 6 tirs pour Kylian Mbappé, 5 tirs non cadrés, une grosse occasion manquée, hein, c'est sur une passe de Désiré Doué, il me semble, hein, la grosse occasion manquée qu'il a quand même. Euh, voilà, 6 tirs en plus dans la surface, 17 touches dans la surface adverse, 5 sur 6 au dribble réussi, 2 hors-jeu pour Kylian Mbappé, 2 passes clés. Euh, Qu'est-ce qu'on peut noter aussi? Voilà, un peu moins de précision dans les passes pour Kylian Mbappé. 81 touches de balle, 4 avancées progressives, 6 sur 9 au duel remporté. Et un tacle réussi sur un pour le capitaine des Bleus. Mais c'est vrai que les deux attaquants, Dembélé et Mbappé, on a encore du mal à voir un peu cette connexion. C'est vrai que Michael Olise, il récupère le tir de Dembélé pour, je crois que c'est pour ouvrir le score, si je dis pas de bêtises. Et après, à gauche, voilà, il y avait toujours cette question. On sait que les trois vont être titulaires, hein, alors c'est comment il s'appelle? Walid Acharchour qui en parlait sur Winamax, je crois que c'était hier soir après le match ou peut-être aujourd'hui, que voilà, c'était compliqué hein, parce maintenant il avait ce statut de, hum, de ballon d'or Ousmane Dembélé, donc mettre un ballon d'or sur le banc en équipe de France, ça ferait un peu tâche et on pense que Didier Deschamps ne voudrait pas mettre Ousmane Dembélé. Peut-être que ça serait la solution aussi de mettre Ousmane Dembélé sur le banc. Mais voilà, la question peut se poser quand même, hein, sachant que Michael Olise a autant de stats que lui. Sur Michael Olise, on n'a pas fait les stats de son match, mais voilà, il met un triplé, il a 5 tirs, 3 buts, un hat-trick même, hein, 4 tirs cadrés, un tir non cadré. Honnêtement, c'est un match plutôt parfait de sa part. 4 touches dans la surface, 3 sur 7 au dribble réussi. Qu'est-ce que l'on a pour Michael Olise? 0 sur 3 en centre réussi, 2 déviations sur 2 réussies, 3 passes entre les lignes, une occasion créée, 87 touches
pour Michael Olise, 10 avancées progressives et 6 sur 11 au duel remporté, mais honnêtement, un magnifique triplé pour lui. Et après la question du côté gauche, Ryan Cherki, Désiré Doué, j'ai trouvé le match de Désiré Doué très très bon, pour le coup. Alors, il n'a pas forcément remporté ses duels, mais je l'ai trouvé assez actif, assez précis dans ses passes aussi. J'ai, si vous avez l'habitude de voir les lives, vous savez que j'aime beaucoup la qualité de passe de Désiré Doué, que j'ai trouvé encore assez bon sur ce match. Il peut en faire plus, hein, Désiré Doué, mais ça reste solide, sachant que on sait qu'il préfère potentiellement ce côté droit au plus l'axe du jeu. Après, le côté gauche, il me semble qu'il l'occupait quand il était en espoir avec Thierry Henry. Donc, il connaît plutôt le poste. Il me semble qu'à Rennes aussi, hein, si je dis pas de bêtises, il jouait plutôt à gauche. Donc voilà. Qu'est-ce que l'on voit? 4 touches dans la surface adverse, 2 sur 6 en dribble réussi. Il a un hors-jeu, 3 passes clés quand même. Donc ça, c'est à noter pour Désiré Doué. 2 sur 9 pardon, en passes réussies dans la surface. 0 sur 6 en centre par contre, et 3 sur 3 en déviation réussie, 66 touches de balle, 7 avancées progressives et 2 sur 7 au duel avec une faute commise et 4 récupérations. Donc voilà, plutôt un match intéressant. Je pense que ça va être lui, hein, le titulaire, hein, le quatrième larron de cette attaque. À part si on a vu la stat. Alors je crois que sur les 5 derniers matchs, l'équipe de France a pris au moins un but. Et ça doit pas être une stat qui plaît à Didier Deschamps. Et donc potentiellement, alors j'y crois pas forcément, mais on pourrait revoir, je sais plus qui nous en parlait hier, qu'on pourrait revoir une équipe de France avec 3 milieux de terrain et 3 attaquants au lieu de 4 offensifs. Qu'est-ce que je vois? Mbappé pas au top. Donc on est plutôt d'accord, ils lui ont mis une note de 8, hein, mais pas forcément, il a pas mal vendangé quand même le Kicks. Salut à Slim qui est présent sur le live, salut à Lamine aussi. Je vais très bien en ce mardi de 2 juin. J'espère que vous allez bien aussi. On est en train de parler de l'équipe de France évidemment pour ceux qui viennent d'arriver. Et donc si vous avez des questions aussi, des affirmations, n'hésitez pas. Donc voilà, on parle beaucoup de l'attaque de cette équipe de France. Au niveau de la défense, donc on a dit Jules Koundé qui a été assez transparent. Théo Hernandez que j'ai trouvé plutôt pas mal, hein, pour le coup. Après, voilà, Dayo Upamecano, il fait un gros match. Il y a juste sur le but où, bon, il rate un peu son tacle et du coup, ça amène au deuxième. Enfin, au premier but irlandais. Mais sinon, il fait un match solide. Et au milieu de terrain, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni. Honnêtement, pas grand-chose à dire. Aurélien Tchouameni, il a plutôt une bonne note. On va aller voir ses stats quand même. On voit du 8,8. Donc il a 3 passes clés, Aurélien Tchouameni, une passe sur une réussie dans la surface, 37 sur 39 en passe réussie dans le dernier tiers. Hem, alors pourquoi il a OK, bon c'est pas grave. Longue passe réussie 5 sur 5, 103 touches de balle quand même pour, Aurélien Tchouameni, 5 avancées progressives, 2 tirs. 1 contré et 1 non cadré, 2 tirs en dehors de la surface en plus, 2 fautes subies et 7 sur 7 au duel remporté. Donc ça doit être pour ça, hein, qu'il a plutôt une bonne note, Aurélien Tchouaméni, qui a fait un bon match, hein. Je l'ai trouvé très intéressant, même en rythme dans le jeu, qui fait plutôt toujours les bons choix. Il a une faute commise, 3 interceptions, 3 dégagements et 6 récupérations. Donc voilà, match plutôt solide pour le joueur du Real de Madrid. Après, sur le reste des joueurs qui sont entrés, l'entrée de Malo Gusto, je ne l'ai pas trouvé fameuse. Maxence Lacroix, voilà, ils sont rentrés à la mi-temps tous, hein, et on prend un but derrière. Après l'entrée de Ryan Cherki, anecdotique, il a pas forcément fait plus, on l'a vu faire deux trois dribbles comme d'habitude. Lucas Digne, voilà, anecdotique son entrée, Bradley Barcola aussi, et après on a Manu Koné, Martinez Akiliouche et N'Golo Kanté. Mais voilà, pas grand-chose de plus à dire. Jean-Philippe Mateta est resté sur le banc, Marcus Thuram et Warren Zaïre-Emery sont restés sur le banc. J'aurais bien aimé voir, Warren Zaïre-Emery quand même sur le terrain, voir Jean-Philippe Mateta. J'avais oublié aussi Lucas Hernandez est resté sur le banc. Donc voilà, mais plutôt un bon match de l'équipe de France. Le seul bémol, c'est ce but. Voilà, on a l'habitude, hein, de voir plutôt une équipe de France solide. Là, il y a quand même un but et ça n'a pas dû plaire à Didier Deschamps, hein.
On l'a pas forcément vu, mais on l'a entendu par rapport aux commentateurs qu'il était assez énervé sur ce but bêtement pris. En plus, on voit, c'est peut-être un défaut de l'équipe de France qui prend des buts en transition. On sait que les transitions de la Côte d'Ivoire sur le match précédent avaient été, comment dire, avaient fait très mal à l'équipe de France. Donc voilà, peut-être un atout pour les équipes adverses qu'il faudra corriger pour les Bleus. Salut à Anto qui est présent sur le live, bienvenue une nouvelle fois évidemment, merci d'être là, merci à tous d'être là même, hein. Merci à FBI Agent Fédéral pour le follow, ça fait extrêmement plaisir, bienvenue dans la communauté Hattrick. Est-ce que j'ai un favori pour cette Coupe du Monde? J'ai pas forcément de favori pour cette Coupe du Monde, j'en ai voilà, 2-3 qui ont vraiment... qui font partie du chapeau 1, du tiers 1 entre l'équipe de France, l'Espagne, l'Espagne et voilà, le Portugal qui est une très très belle génération. On verra si Papi Ronaldo va se mettre au niveau enfin, se mettre au niveau de la sélection, c'est pas ça, mais euh, est-ce qu'il sera laissé sa place si vraiment il est pas au niveau? C'est une grande question, mais le Portugal est une très belle équipe. Et l'Angleterre, l'Angleterre à ne pas sous-estimer. Voilà, donc c'est un peu, ouais, je dis quoi, trois quatre équipes. Après, pour le reste, voilà, il y a des équipes intéressantes, mais je pense qu'ils sont dans un chapeau plutôt en dessous. Dis-moi, la Norvège, c'est fort pour toi? Pour moi, la Norvège, c'est très fort, hein, tout simplement parce qu'il y a des joueurs, assez intéressants quand même, entre l'attaque avec Erling Haaland, pardon, Alexander Sorloth, comment il s'appelle? Alors, j'ai plus son prénom, mais Nusa aussi, qui est vraiment un très très bon joueur. Martin Odegaard au milieu de terrain. Il me semble qu'ils ont aussi plutôt une défense assez solide. On va aller se mettre sur cette équipe de Norvège et après on retournera sur l'équipe de France, hein. Mais c'est intéressant d'en parler parce que la Norvège est, comme vous le savez, dans la poule des Bleus et donc ça sera intéressant d'en parler. Donc voilà, sur cette équipe norvégienne, je l'ai dit, Sorloth, Strand Larsen aussi, hein, attaquant en PL, Erling Haaland évidemment, Oscar Bob, Jans Peter Hogg, Schlederup, Antonio Nusa. Donc voilà, déjà plutôt une attaque plutôt solide, hein, vraiment, des joueurs qu'on connaît. Alors ils sont pas tous du même niveau, mais c'est vraiment des joueurs assez efficaces. Au milieu de terrain, Martin Odegaard. On a Christian Torsved de Sassuolo, mais Fredrik Hans, voilà, le Norvégien du Benfica qui est vraiment très bon. Moi, je l'ai trouvé très bon à chaque fois que je l'ai vu jouer avec le Benfica. Patrick Berg qui a fait une très bonne campagne de Ligue des Champions avec Bodo Glimt. Et après, j'avoue que Sanderberg et Berge et Morten Torsby, là pour le coup, je ne saurais pas vous dire. Il me semble que Torsby, c'est un vieux de la vieille. Enfin, c'est un ancien, donc il me dit quelque chose. Merci à Prince du Béret H. Bienvenue dans la communauté Hattrick, hein. Ça fait extrêmement plaisir pour le follow. Ils ont Bob, ouais, Oscar Bob est norvégien, d'après ce que je vois en tout cas. Donc voilà. Ils vont passer la Norvège. Ben, alors, en espérant déjà que ça joue entre la Norvège et le Sénégal pour la deuxième place du groupe, hein, et que la France finisse première. Mais c'est vrai que ça va être très intéressant. Et au niveau de la défense, j'en ai pas parlé. Alors, il y a du Marcus Pedersen, Julian Ryerson, qui est norvégien aussi, hein, le latéral de Dortmund. Björkan, joueur de Bodo Glimt aussi, hein, le parcours de Bodo Glimt, faut pas le négliger. Après les autres, bon, on connaît un peu moins. Torbjörn Egem. Léo Stilgard, l'ancien de. Il me semble qu'il est passé par Rennes, Stilgard, hein, si je dis pas de bêtises, qui est maintenant au Genoa. Et Christopher Ayer, le défenseur de Brentford. Et après, au cage, on a Tankvik, Selvik et Nyland. Alors là, pour le coup, je ne les connais pas forcément. Mais voilà, plutôt une belle équipe de Norvège qui sont assez solides. Je crois que sur les derniers matchs, ils avaient mis un sacré score à l'Italie aussi. Même si l'Italie, voilà, euh, on sait que bon, il y avait un vrai problème dans cette sélection, un problème de génération. Oui, effectivement, ils ont éliminé l'Italie et après, dans leur poule pour les qualifications, je vais juste regarder qui ils avaient parce que j'ai oublié. Norvège. Hop. La Norvège.
qui démarrera son parcours contre l'Irak, hein, donc déjà, ça peut être 3 points plutôt faciles pour la Norvège. Alors, ils ont fait match nul là en amical contre le Maroc, ils ont battu la Suède, ils ont fait match nul contre la Suisse, ils ont perdu contre les Pays-Bas, mais en qualification pour la Coupe du Monde, donc ils avaient l'Italie à qui ils en ont mis 4. Bon, ils avaient l'Estonie, ils ont mis 5 à l'Israël et ils en avaient mis 11 à la Moldavie. Alors même si ça reste la Moldavie, toujours en mettre 11, c'est toujours un sacré statement pour cette équipe de Norvège. Voilà, après en Ligue des Nations, bon, ils n'avaient pas forcément, mais ils ont mis des scores hein, quand même, hein, 5-0 au Kazakhstan, 4 à la Slovénie, ils en avaient pris 5 contre l'Autriche par contre, mais c'était en 2024, donc ça remonte il y a un peu plus de temps, là ils sont un peu plus expérimentés. Donc ça va être une équipe intéressante à suivre, hein, ça monte petit à petit, en plus avec le parcours, on l'a vu, des clubs norvégiens comme Bodo Glimt en Ligue des Champions, donc il ne faudra pas prendre cette équipe à la légère. Voilà. Euh, donc sur l'équipe de France, on va retourner pour finir quand même. Il nous reste deux petits articles. Donc ça sera sur Didier Deschamps quand même. On parle beaucoup des performances individuelles. On l'a dit, grosse performance de Michael Olise. Petite performance de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé hier soir. Mais par rapport à ces Bleus, on a quand même le dernier parcours de Didier Deschamps, le général français pour une dernière danse. Donc c'est un article de Micha Peseg pour Flashcore. Didier Deschamps a été champion du monde avec la France en tant que joueur et entraîneur. Cet été, il quittera son poste et mettra ainsi fin à une ère mémorable. Flashcore te présente les entraîneurs de la Coupe du Monde 2026 et jette un coup d'œil sur les stratèges qui se cachent derrière les équipes nationales. Dans notre aperçu, tu trouveras régulièrement des nouveaux profils sur les coachs les plus importants lors du tournoi en Amérique du Nord. C'est vrai que, à noter que Flashcore, ils font un espèce de petit dossier sur les coachs de la Coupe du Monde. Donc nous, on fera que sur Didier Deschamps, mais je crois qu'il y en a un sur Luis de la Fuente. J'ai un doute s'il n'y a pas Carlo Ancelotti et d'autres gros sélectionneurs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça quand même, ça a l'air plutôt intéressant. Oui, l'Italie a eu un sérieux problème de génération, mais le Phoenix renaîtra de ses cendres. On espère en tout cas pour la squadra. Michael Olise, incroyable ce joueur. Oui, c'est vrai que Michael Olise est un fantastique joueur. Mais c'est pas la première fois qu'on le dit sur ce live, hein, pour ceux qui sont habitués, hein, vraiment, moi c'est mon chouchou déjà de cette saison. Et en ce moment, c'est peut-être un de mes joueurs préférés. L'Ardèche, alors 15 octobre 1968, date de naissance du sélectionneur des Bleus, nationalité française évidemment. En direction depuis juillet 2012, on se souvient après le passage de Laurent Blanc à la tête des Bleus. Pour son palmarès, bon, on va voir profil tactique, stabilité et efficacité. Bon, je pense que c'est pragmatisme, hein. Plus grande réalisation en tant que coach. Champion du monde 2018, évidemment, vice-champion du monde 2022, vice-champion d'Europe 2016 et vainqueur de l'UEFA Nation League en 2021. Le général français invite à la dernière danse. Didier Deschamps est une légende vivante. Il fait partie du cercle exclusif des trois seules personnes avec Mario Zagallo, Franz Beckenbauer qui ont eu le privilège de tenir la Coupe du Monde dans leurs mains, tant comme joueur 1998 que comme entraîneur 2018. Lorsqu'il sera sur la ligne de touche à l'été 2026 en Amérique du Nord, il sera en poste depuis 14 ans, une continuité presque inimaginable dans le football moderne. Mais les signes avant-coureurs de ce tournoi sont particuliers. Deschamps a déjà annoncé qu'il s'arrêterait après la Coupe du Monde 2026. En France, les spéculations vont bon train sur son successeur potentiel, Zinedine Zidane étant considéré comme un candidat prometteur. Lors des rencontres avec les médias, Deschamps répond aux rumeurs avec le calme basque qui le caractérise. Son approche tactique est souvent décrite comme pragmatique et les médias français n'hésitent pas à lui reprocher une trop grande prudence. Mais le succès donne raison à Deschamps. Depuis l'Euro 2016, les Bleus ont atteint au moins les demi-finales de chaque grand tournoi à l'exception de l'Euro 2021. Il se concentre sur le fait de presser l'immense qualité individuelle de son cadre mené par le capitaine Kylian Mbappé dans un système fonctionnel presque indomptable. Le credo de Deschamps est le suivant, les matchs se gagnent en défense. La plupart du temps, la France évolue dans un 4-2-3-1 très discipliné qui vise à laisser le ballon à l'adversaire pour ensuite frapper avec la force primitive de ses stars offensives. Pour la France, seul compte le titre lors de la Coupe du Monde de 2026. C'est ainsi que Didier Deschamps souhaite également achever l'œuvre de sa vie. Le général est prêt pour une sortie parfaite. C'est vrai que Didier Deschamps, voilà, hein, il a quand même fait des sacrées choses en équipe de France.
Alors évidemment, ça n'a pas toujours été très beau, mais ça a toujours été, assez efficace. Le 4-2-3-1 a été prédominant, on se rappelle en 2018, mais un 4-2-3-1 défensif assez hybride, hein, avec, un système en défense, un système en attaque quand même, hein. C'était plutôt une défense un système en défense en 4-3-3 avec, et en attaque, c'était Blaise Matuidi qui prenait cette espèce de côté droit et que ça se transformait en 4-2-3-1. Mais, voilà, Didier Deschamps, donc ça a toujours été défensif. Des fois, ça a été trop défensif, assez moche. Là, récemment, il est revenu à un 4-2-3 avec 4 offensifs quand même, et ça a été un peu mieux. C'est vrai que le 4-3-3 était pas fou. Il a aussi essayé de jouer avec cette espèce de 3-5-2. On se souvient un moment avec le retour de Karim Benzema en équipe de France. Ça n'a pas été forcément ce qui a été le plus efficace. Mais voilà, il a toujours su faire jouer et avoir des résultats quand même. Donc en espérant qu'il puisse apporter quand même une deuxième Coupe du Monde, ça serait quand même historique. Euh, Bulbe présent sur le live. Alors, l'horrible Mbappé, Théo Hernandez, là pour le quota, il sait pas jouer au foot. Mbappé doit se blesser par pitié. On va se calmer, on va pas souhaiter que le capitaine des Bleus se blesse. C'est vrai qu'il a été, on le redit, il a été assez inefficace, hein. Il a beaucoup vendangé sur ce match quand même, Kylian Mbappé. Après, on sait qu'il a quand même des qualités de finisseur. Il y a toujours ce grand défaut de Kylian Mbappé qui, alors je sais plus, je l'ai vu quelque part, voilà. Je trouve que Mbappé est moins percutant qu'avant. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre ce style de jeu où il est toujours un peu à aller chercher les ballons, alors que sa qualité première était de courir, prendre les espaces, de manger les espaces même, hein. C'était une sacrée flèche. Alors est-ce qu'il a plus les jambes, est-ce qu'il a plus envie d'avoir ce style de jeu? Mais il a jamais été aussi bon que quand Mbappé, il est plus un athlète, un gars qui cavale que vraiment un prodige de la passe ou du dribble. Mais en tout cas, c'est vrai que hier, il n'a pas été très efficace. Peut-être que psychologiquement, ce but, hein, pour aller chercher le record de Olivier Giroud, ça lui trotte dans la tête et qu'il est un peu moins bon. Mais, euh, mais voilà, on verra ça après. Voilà, jamais déçu par jamais déçu par Kylian Mbappé en tout cas en Coupe du Monde. On passe pas l'écart. Qu'est-ce qu'il nous raconte comme bêtise? On espère totalement que l'équipe de France va gagner cette Coupe du Monde. Et après pour Théo Hernandez. Théo Hernandez, là pour le coup, hier je l'ai trouvé plutôt bon. Je sais pas ce que vous en pensez sur Théo Hernandez, sur son match hier. Euh, c'est vrai que précédemment il avait été assez horrible, hein, sur les autres matchs. Mais là, pour le coup, hier je l'ai trouvé assez efficace quand même. Après, on sait que c'est un joueur bien meilleur et c'est pour ça qu'on le critique parce qu'il peut tellement apporter plus dans cette équipe des Bleus. Il pourrait avoir un peu ce style à la Hakimi, avoir tout le côté gauche de l'équipe de France et avoir beaucoup de joueurs offensifs regroupés dans l'axe du terrain qui pourraient combiner, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a pas les jambes ou je sais pas si c'est pas l'envie ou quelque chose comme ça, mais il pourrait tellement apporter plus. Voilà. Euh, Dernier article sur les Bleus. Quel potentiel adversaire pour la France en cas de qualification en 16e de finale? Alors là, ça va être de la projection. Euh, Niveau actuel de Koundé et Chouameni, t'es serein? Alors moi, pour le coup, Chouameni, j'ai toujours été très fan de Aurélien Chouameni. J'aime beaucoup ce joueur, hein, dans un rôle bien spécifique. C'est sûr qu'offensivement, c'est pas le crack absolu, mais défensivement, je le trouve assez solide. Et après, pour Jules Koundé, là aussi, c'est le rôle qu'on lui demande d'être très défensif. C'est sûr qu'il n'a pas le même, comment dire, les mêmes facultés offensives que ça soit au Barça ou en équipe de France, la même alchimie avec Michael Olise qu'avec Lamine Yamal. Donc voilà, il se cantonne plutôt à ce rôle défensif. Là, c'est vrai que hier, il a été particulièrement pas intéressant, pas bon, on va le dire clairement. Mais je préfère avoir Jules Koundé en défense que Malo Gusto sur ce côté droit. Après, évidemment, je le redis, mais Warren Zaïre-Emery, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup sur le terrain lors de cette Coupe du Monde. Il n'a pas été forcément testé par Didier Deschamps pendant les matchs de préparation. Donc pour l'instant, ça sera Jules Koundé titulaire et pour l'instant, ça me convient. Théo ne sait pas jouer au foot. Ayant un Olysée devant, il devrait exploser. Alors, c'est pas le même côté du terrain, hein, mon ami.
Théo Hernandez, c'est à gauche. Michael Olise, c'est plutôt axe côté droit. De là, le fait qu'il sache pas jouer au foot, je trouve un peu dur. Mais, mais c'est vrai qu'on l'a vu bien meilleur, Théo Hernandez. Alors, le potentiel adversaire de la France en cas de 16e de finale. C'est un article de Sébastien Gente, je sais pas comment ça se dit, Gente, pour Flashcore. On va voir, hein, là c'est vraiment de la science-fiction. Alors, si l'équipe de France sort du groupe I de la Coupe du Monde 2026, de nombreux adversaires seront possibles en 16e de finale. On fait le point, hein. Le match, enfin, la Coupe du Monde n'a même pas commencé, qu'on parle déjà de 16e. Salut à Paul Lyon qui est présent sur le live. Bienvenue. Bienvenue sur ce live. Si tu as des questions, des affirmations, peu importe ce que tu souhaites dire sur le live, même des questions par rapport à d'autres choses, n'hésite pas. L'équipe de France est partie des favoris pour la Coupe du Monde, logique en tant que finaliste antique. Positionnée dans le groupe I avec le Sénégal, la Norvège et l'Irak, les Bleus sont attendus à minima en 16e de finale. Mais en raison de l'augmentation du nombre d'équipes qualifiées pour le tournoi de 32 à 48, les choses ne sont pas claires pour savoir le parcours possible des Français dans cette Coupe du Monde. L'occasion de faire le point sur les scénarios possibles si l'équipe de France se qualifie en 16e. Si l'équipe de France termine en tête de son groupe, la France a eu de la réussite au tirage, puisque si elle remporte son groupe, elle affrontera un troisième de groupe. Néanmoins, cela n'élague pas les possibilités puisque 5 groupes sont concernés. Alors, donc si la France finit premier, on peut potentiellement finir sur contre le troisième du groupe C, du groupe D, du groupe F, du groupe G et du groupe H. Donc déjà, ça laisse pas mal de possibilités. Sachant que le groupe C, il y a le Brésil, le Maroc, l'Haïti, l'Écosse. Donc ça voudrait dire potentiellement que dans le groupe C, ça serait l'Écosse le troisième de ce groupe. L'Écosse très très chiante à jouer quand même. L'équipe de France est atroce, vous n'êtes pas objectif. Mbappé en 9, la France ne gagnera rien. Les gars, est-ce qu'on peut être, est-ce qu'on peut être un peu positif avec cette équipe de France? Honnêtement, il y a la meilleure attaque du tournoi. En tout cas, sur le papier, individuellement, c'est la meilleure attaque de la Coupe du Monde. Après, évidemment, les titres se gagnent avec des grosses défenses. Et la grosse défense, on l'a. Si William Saliba, Dayou, Upamecano sont présents, ça va le faire. Théo Hernandez, Jules Koundé, après si Scanton casse ce rôle de défenseur, mais qui fait très bien son taf, j'ai envie d'y croire. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, je trouve ça très bon. Il y en a qui disent que c'est pas un milieu niveau champion du monde. Moi, je suis pas forcément d'accord. Donc, les gars, s'il vous plaît, un peu de positivité. Je sais même pas si ça dit comme ça. Vous finirez derrière nous. Alors, est-ce que mon ami Réco, tu es sénégalais du coup? SN, j'imagine que c'est pour Sénégal. Donc, je pense pas. Mais en tout cas, ça va être un match très très dur, je le redis. Enlève ton vieux maillot. Bah non. Mais j'ai rien contre toi, mon ami Corse. Hein, on vous aime, hein, même si Rabiot, je lui préfère Koné, c'est que mon avis. Alors, pas du tout. À la limite, tu m'aurais dit N'Golo Kanté, j'étais plutôt d'accord, mais Manu Koné à la place de Adrien Rabiot, je prends pas. Donc, si on revient sur le groupe, donc là, potentiellement, la France finit premier de son groupe. Donc, il finit avec les troisièmes. Donc, le groupe C, ça serait potentiellement l'Écosse. Je vois pas Haïti gratter cette troisième place. Pour le groupe D, ça serait alors, le groupe D, c'est les États-Unis, le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Alors, le troisième de ce groupe D, ça peut être le Paraguay, je pense, ou les États-Unis. Ça m'étonnerait que ça soit l'Australie. Le France-Australie, c'est bon. On les a assez vus. Je crois que ça fait 2 Coupes du Monde ou 3 qu'on les a à chaque fois. J'aimerais bien France-États-Unis, comme ça, histoire de claquer les fesses des Américains. Après, potentiellement, pour le groupe F, ça serait Pays-Bas, Suède, Japon, Tunisie. Là aussi, chiant, hein, que ça soit... bah, alors techniquement, les Pays-Bas sont favoris dans ce groupe, mais là, les 3 autres peuvent être des outsiders, même si je pense que c'est la Tunisie qui va se faire sortir en 4e de ce groupe, et donc ça serait potentiellement le Japon ou la Suède. La Suède ou le Japon, c'est pareil, pas facile, pas un tirage facile. Monsieur Trick, vous allez faire des lives en direct des matchs ou pas? Alors, je pense pas faire des lives, potentiellement faire un peu plus de lives que d'habitude
lorsqu'il y a des trous, genre par exemple les après-midi et qu'il y a eu des matchs le matin, potentiellement on pourra faire des lives. Après, pendant les matchs, je pense pas, c'est pas forcément mon kiff. J'aime bien analyser et ne rien dire pendant les matchs. Donc, après, si ça vous intéresse, pourquoi pas, à tester en tout cas, mais c'est pas l'objectif pour ces lives. Mais, pourquoi pas, écoutez, ça peut être une possibilité en tout cas. Sur le groupe G, pardon, le potentiel troisième de ce groupe G, donc on a Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Là, pour le coup, si on tombe sur l'Iran ou la Nouvelle-Zélande, je, 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 je prends, on va dire. Tu vas faire Argentine-Algérie. Bon, en tout cas, on fera au moins un débrief hein, le matin en live. Tu fais un récap des matchs de la nuit. Bah, en général, tous les matins, que ça soit Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, on est en live 10h midi pour discuter de l'actualité football. Donc, on fera un recap des matchs de la nuit. Après, j'essaierai de voir le maximum de matchs en entier et sinon ça sera plus du résumé. Mais évidemment, et après, comme je l'ai dit, s'il y a des matchs le matin pendant qu'on fait les lives et qu'on regarde pas forcément le match, il y aura potentiellement un live l'après-midi. Voilà l'idée un peu pour cette Coupe du Monde. Après, évidemment, il faudrait que je fasse certaines vidéos sur la chaîne YouTube pour un peu diversifier le contenu. On va essayer d'en faire. Je vous avoue que ça va pas être totalement facile parce que ça prend pas mal de temps quand même, mais on essayera en tout cas. L'Iran, ça va être difficile. Ouais, l'Iran, ça va être difficile, oui et non, faut pas déconner non plus. Euh, toutes les nations sont peut-être chiantes à jouer, mais il y a quand même un écart entre l'équipe de France et l'Iran. Et après, pour le groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Voilà, potentiellement, c'est l'Arabie Saoudite, deuxième de la poule, voire l'Uruguay, hein, troisième de la poule, pardon. Donc, je sais pas exactement le niveau. On sait qu'ils ont battu l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Euh, Voir le niveau de cette équipe d'Arabie Saoudite. Donc, 20 adversaires possibles. Donc, on imagine cependant que les poids lourds comme le Brésil, la Belgique, les Pays-Bas ou l'Espagne ont ce qu'il faut pour terminer en tête. Difficile toutefois de dégager une sélection. On est plutôt d'accord. Si l'équipe de France termine deuxième de son groupe, en cas de deuxième place, l'affaire est bien plus simple. La France rencontrerait alors le deuxième du groupe E. Le groupe E, c'est Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Donc, une espèce de mini-revanche contre la Côte d'Ivoire. Ça peut être pas mal, ça peut être embêtant aussi. Mais la France rencontre le deuxième. Hein. Ou même l'Équateur. Quoique l'Équateur, franchement, avec la forme qu'ils ont en ce moment, le niveau de l'Allemagne, potentiellement, l'Allemagne peut finir deuxième de leur groupe. Hein, et là, ça ferait un France-Allemagne dès les 16e, et ça serait plutôt pas mal, mais embêtant. Tu fais un recap des matchs de la nuit. Alors, est-ce que tu me parles des matchs de cette nuit? Est-ce que tu me parles des matchs de la nuit pendant la Coupe du Monde? Mon ami, en tout cas, merci déjà pour le follow. Mais pour les matchs de cette nuit, on en a parlé tout à l'heure. On a parlé de l'Espagne, des Pays-Bas. Après, on va pas parler de tous les matchs non plus amicaux. Mais voilà. Et après, pour les matchs de la Coupe du Monde, on fera un recap évidemment. Dédé se trompe sur le 11, il se met les 4 attaquants pour le plaisir, mais ça ne va pas. C'est vraiment une question qui se pose pour le coup. Tu as bien raison, mon ami Jimmy Le Fada. C'est vrai que potentiellement le retour après, est-ce qu'on veut voir du jeu aussi avec l'équipe de France? Merci beaucoup pour le follow déjà. C'est vrai que si peut-être on veut une équipe de France un peu plus solide, repasser avec en 4-3-3 plutôt qu'un 4-2-3-1 ou vraiment ce 4-2-3-1 type 2018 avec un milieu de terrain qui joue plutôt sur un côté, mais bon, qui a le potentiel en équipe de France pour jouer le rôle de Matuidi. Je crois que Adrien Rabiot a déjà été testé un peu comme ça n'a pas donné forcément satisfaction. Mais oui, c'est vrai que la question peut se poser, mais là, à l'aube de ce début de tournoi, est-ce qu'il faut changer maintenant? Euh, je pense que ça fait pas peur forcément à Didier Deschamps, donc pourquoi pas? Avec Mbappé 9 faux 9 et Olysée ailier 10, Dembélé n'a pas de place. C'est vrai que Dembélé, hein, son rôle en équipe de France, ben, on se pose plutôt des questions. Mais voilà, comme je le disais, on l'a vu sur le Winamax FC, hein, Walid Acharchour, il en parlait, je trouvais ça assez intéressant, qu'en fait il a ce statut de ballon d'or et c'est compliqué de mettre Ousmane Dembélé sur le banc des Bleus. Même si c'est un peu lui qui fait
entre guillemets, hein, entre grands guillemets même, hein, vous le voyez à l'écran, qui fait un peu tache dans ces 4 bleus. Voilà. On continue sur notre science-fiction. On a donc l'équipe de France qui termine deuxième, potentiellement Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire ou Équateur. On imagine clairement l'Allemagne terminer en tête de ce groupe abordable pour elle. Pas sûr, hein, pas sûr, hein. L'Allemagne, c'est pas forcément très fiable en ce moment. Donc l'Équateur qui est très très solide, hein, je crois qu'ils sont invaincus depuis pas mal de matchs, l'Équateur, donc il faudra se méfier. Pour sa première Coupe du Monde, le Curaçao apparaît bien trop tendre. Alors ça, pour le coup, le Curaçao, s'il finit c'est pas quatrième, j'avoue que j'aurais du mal à comprendre. Merci à Mbalo aussi pour le follow, merci beaucoup. Bienvenue à tous, hein, dans la communauté Atrix, ça fait plaisir, on voit de plus en plus de monde chaque jour sur les lives. La Côte d'Ivoire et l'Équateur apparaissent comme les deux adversaires crédibles dans ce cas de figure. Le match entre ces deux nations qui aura lieu dès la première journée de la phase de poule le 15 juin à 1h, heure française, sera suivi de près. Donc voilà, un match à 1h, on fera le débrief le lendemain matin évidemment. Mais après sur ce groupe c'est très homogène, hein, je trouve, hein, parce que la Côte d'Ivoire, même s'ils ont battu les Bleus, c'est une équipe assez forte, mais est-ce que c'est une équipe assez forte pour battre l'Équateur? Ça va être un match intéressant. Moi, je verrais bien un espèce de classement Équateur premier, Allemagne deuxième, troisième Côte d'Ivoire et dernier Curaçao. Si Allemagne premier et la France premier, ils se rencontrent en huitième. D'accord, ok. Donc à noter. Mais là, on est plutôt sur les 16e. Et après, potentiellement, si l'équipe de France termine troisième de son groupe, et d'une, ce serait une réelle déception, pas faux. Et de deux, il faudrait déjà être parmi les 8 meilleurs troisièmes. Et de trois, le nombre d'adversaires possibles est bien trop élevé. En effet, la France hériterait d'une sélection ayant terminé à la première place et 6 groupes différents seraient possibles. Le groupe A, B, D, G, K, L. Donc, sur le groupe A, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque. Alors là, qui va finir premier du groupe? Du groupe A, je ne saurais pas vous dire, peut-être la Corée ou le Mexique. Donc là, ça serait déjà plutôt abordable, mais c'est-à-dire que l'équipe de France a fini troisième, donc vraiment pas en phase. Mais il resterait quand même favori face à une de ces quatre équipes. Sur le groupe B, Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse. Euh, la Suisse, potentiellement première de son groupe, ou le Canada, mais je verrais plutôt la Suisse. La Suisse, on a l'habitude de les rencontrer aussi dans les compétitions nationales, enfin internationales. Donc là aussi, pas facile la Suisse, hein, belle génération aussi. Le groupe D, États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie, donc on en a parlé tout à l'heure, potentiellement le troisième de ce groupe ou le premier. Donc le premier, ça serait la Turquie ou les États-Unis. Comme je l'ai dit, moi j'aimerais bien un France-États-Unis pour botter le cul des Américains. Et le groupe G, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Donc là, le premier de ce groupe, ça serait la Belgique. Je vois plus la Belgique que l'Égypte, hein, pour le coup. Donc ouais, la Belgique, toujours jamais facile à jouer, cette équipe de Belgique. Il y a toujours des joueurs très intéressants. Le groupe K, Portugal, RD, Congo, Ouzbékistan, Colombie. Là, ça serait le Portugal, je pense, favori de ce groupe. Donc avoir le Portugal en 16e, chiant, vraiment très très chiant. Mais t'éliminerais quand même un favori si tu les passes. Donc pas mal. Et le groupe L, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Là, pareil, si tu finis, normalement, c'est l'Angleterre qui devrait finir première de ce groupe. Si tu élimines l'Angleterre, tu élimines un très gros favori en 16e de finale. Mais bon, c'est vraiment en cas si l'équipe de France finit troisième du groupe. Ce qui m'étonnerait beaucoup. Merci à Loulouka pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Atric. À toi aussi, hein. Merci beaucoup. Je vois qu'on est pas mal, hein. Vous êtes présents sur le live, donc ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, tout cela est bien hypothétique, mais clairement, il y a des pays à éviter. Belgique, Portugal et Angleterre en premier lieu. La Croatie, le Paraguay, la Suisse et la République tchèque ne seraient pas non plus de bonnes nouvelles. Une seule solution pour éviter le mal de crâne, ne pas terminer troisième. Plutôt logique. Et voilà, pour finir ces infos, Coupe du Monde. Aujourd'hui, donc je pense pour l'équipe de France, sur le match de l'équipe de France, si vous avez d'autres questions, d'autres choses à dire, n'hésitez pas, mais je pense qu'on en a fini. Les dernières infos Coupe du Monde, c'est plutôt des infos infirmerie, blessures. Je n'ai pas vu le début de ton live, mais dans notre groupe, j'ai plus peur du Sénégal que de la Norvège. Je suis plutôt d'accord avec toi, mon cher Jimmy. Sénégal, vraiment une équipe très très forte, très très forte. De grosses individualités, un gros collectif.
Après, je crois qu'ils ont eu comment dire? Une préparation un peu plus compliquée que certains. J'avais lu deux 3 trucs, après je sais pas si c'était, vraiment avéré, mais le Sénégal, ouais, ouais, très, très chiant. C'est vrai que je pense qu'ils sont plus dangereux que la Norvège. Et le groupe de l'Allemagne, tu dis quoi? Beh, c'est ce qu'on disait sur le groupe de l'Allemagne, très, très chiant. C'était quoi? Équateur, Côte d'Ivoire et Curaçao. Le groupe de l'Allemagne, moi je vois bien l'Allemagne finir deuxième, hein, mais après c'est que mon avis. Voilà, ils sont toujours pas fiables ces Allemands, en ce moment. Brésil, Haïti, Maroc et Écosse, et cetera. Bah, sur ce groupe, voilà, ça va jouer un peu entre le Maroc et le Brésil. Hem Pareil, hein, Brésil-Maroc. Potentiellement, Maroc peut finir devant le Brésil, hein, dans ces groupes. Et l'Écosse aussi, pas facile à jouer. Équipe très, 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 très chiante. Ils ont une équipe équilibrée, ils sont meilleurs que la Côte d'Ivoire. Si tu nous parles de l'Allemagne, oui, oui, clairement, je pense que les Allemands sont meilleurs que la Côte d'Ivoire. Mais l'Équateur, chiant, hein. Donc voilà, pour le point blessure, déjà côté Pays-Bas, Juren Timber déclare forfait pour le mondial avec les Pays-Bas. Gertruda appelé, c'est un article de Paul Winters pour Flashcore. Le défenseur d'Arsenal et des Pays-Bas manquera la prochaine Coupe du Monde, n'ayant pas eu le temps de se remettre de sa blessure. Allen a confirmé la fédération néerlandaise de football ce lundi. Juren Timber a subi une blessure à l'aine en mars et a manqué beaucoup de temps de jeu depuis. Le défenseur d'Arsenal a disputé la finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, mais manquera la Coupe du Monde, comme l'a confirmé la KNVB. Ce lundi, le défenseur de 24 ans ne s'est pas suffisamment remis d'une blessure à l'aine pour participer à la Coupe du Monde dans des conditions médicales responsables, a indiqué la fédération dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. En concertation avec le staff médical, il a donc été décidé que Timber quittera le stage de préparation de la sélection à New York après le match contre l'Ouzbékistan. Gertruda a appelé en renfort le défenseur de Sunderland, Lucharel Gertruda, qui figurait sur la liste d'attente du sélectionneur Ronald Koeman, a été appelé dans le groupe des 26 pour remplacer Timber. Gertruda, international néerlandais à 21 reprises, a également disputé le match amical des Pays-Bas contre l'Algérie le mercredi 3 juin. Malgré son absence dans la liste initiale des 26, le latéral gauche d'Aston Villa, Jan Madsen, est le dernier joueur restant sur la liste d'attente. Les Pays-Bas affrontent l'Ouzbékistan en match amical à New York ce lundi à 20h45. On le rappelle, ils ont gagné 2-1, mais difficilement, contre l'Ouzbékistan. Et plutôt une grosse perte, hein, parce que Juren Timber, avant sa blessure du coup avec Arsenal, il faisait une très très grosse saison. Il a tout de même joué la finale de Ligue des Champions, mais un peu blessé quand même. Et donc voilà, ça a été trop court pour lui. Il y aura quand même un Timber avec la sélection hollandaise, mais ça sera son frère Quinten, hein, l'ancien de l'OM. Mais voilà, plutôt une grosse perte, je trouve, Juren Timber, qui est vraiment un très très bon joueur pour cette équipe des Pays-Bas, remplacé par Gertruda. Gertruda, ça reste bon aussi, mais plutôt en dessous quand même. Pourquoi il a joué la finale? Bah, il a dû jouer la finale, alors je sais pas, peut-être sous infiltration ou je sais pas exactement, mais il a dû tout donner pour essayer de la jouer. Je pense qu'il a dû serrer les dents quand même pendant cette finale. On l'a vu qu'il était plutôt amoindri, donc voilà. Et là, je pense que, au lieu d'être un poids pour cette équipe de, mmh, de la sélection hollandaise, beh, ils ont préféré, le raccompagner à la maison. Voilà. Les Allemands ont gagné difficilement en préparation face aux États-Unis. Effectivement, c'est n'importe quoi. Écoutez, c'est le foot, hein, pour Jurgen Timber, grosse perte. En parlant de blessures, là pour le coup, nouvelle rassurante et plutôt positive pour le Ney. La blessure de Neymar évolue bien selon la CBF avant le début du mondial. Un article de Flashcore. La blessure au mollet droit de l'attaquant vedette du Brésil, Neymar, évolue bien, a indiqué lundi la Confédération brésilienne de football, sans préciser s'il pourrait participer au premier match de la Seleção au mondial samedi contre le Maroc. Le meilleur buteur de l'histoire des quintuples champions du monde, 79 buts, a passé lundi une IRM qui a livré des résultats dans les paramètres attendus selon la CBF. Il poursuivra le processus de récupération et de préparation physique élaboré par l'équipe médicale de la sélection, a ajouté l'instance dans un communiqué. Le numéro 10 blessé fin mai n'a pas joué depuis et sa présence sur le terrain est incertaine pour l'entrée en lice du Brésil contre le Maroc samedi à East Rutherford
Brentford pour le compte du groupe C. Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a déclaré vendredi qu'il espérait que Neymar, 34 ans, pourrait réintégrer l'entraînement collectif cette semaine. Mais le technicien italien a assuré qu'il ne précipiterait pas le retour de l'attaquant victime de blessures récurrentes ces dernières saisons. Alors, plutôt positif que Neymar soit en forme pour cette Coupe du Monde, que sa blessure se remette bien. Après, voilà, on est plutôt d'accord. Carlo Ancelotti, il a juste répondu à l'appel du peuple en sélectionnant Neymar. Je pense que blessé, pas blessé, il va pas donner beaucoup de temps de jeu à Neymar, même si voilà, ça a été un joueur exceptionnel. On sent qu'il est plus vraiment dans la forme, dans sa forme d'antan, Neymar. Donc voilà, qu'il soit disponible, c'est très bien. En cas, Carlo Ancelotti le fera rentrer en cours de match ou en fin de match. Mais je pense qu'il a plus ce statut, même il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Il a toujours ce numéro 10 sur les épaules. Il a toujours, voilà, un peu cette espèce de statut de capitaine avec la Seleção. Mais, euh, mais Ney, je pense pas qu'il aura beaucoup de temps de jeu lors de cette Coupe du Monde. Même s'il a répondu à l'appel du peuple, moi pour le coup, je suis plutôt content. J'ai toujours été un très très grand fan de Neymar. Sa fin de carrière est un peu triste, on va dire. Même si voilà, il a donné des émotions au public de Santos, je pense. Euh, on verra, on verra. Honnêtement, pour le coup, là, on peut pas prévoir grand-chose. Merci à Nido pour le follow aussi. Bienvenue dans la communauté Hat-Trick 1 de plus. Donc, merci beaucoup, ça nous fait chaud au cœur. Je vois la France sortir le 14 juillet en demi face à l'Espagne. C'est le 14 juillet les demi, c'est pas la finale le 14 juillet? C'est même avant, je crois. Euh, Mais bon. Ouais, après, franchement, l'Espagne, je pense que l'Espagne en ce moment et la France en ce moment, potentiellement, ça peut être du 50-50, hein. Bon, on se souvient qu'il nous a mis quand même une sacrée raclée, même si, on le répète, il y avait eu 5-4. Au final, c'était pas tant une raclée que ça en Ligue des Nations. Mais ça peut être du 50-50. Après, voilà, ou peut-être du 55 ou 60, 55-45 ou 60-40 pour les Espagnols, mais je pense que la France a les armes pour battre cette équipe d'Espagne. On sait que des fois le tiki-taka, pardon, peut se casser les dents sur des grosses défenses, hein. Je pense que JD Deschamps, il aura pas peur de mettre une méga grosse défense et de jouer en contre-attaque pour battre ces Espagnols. Samedi 13 juin prochain, Maroc-Brésil à minuit et Haïti-Écosse à 3 heures du matin, 14 juin. Ok, merci pour le programme. 19 juillet prochain, finale France-Portugal, ok, DG. Ok. Ah, déjà, le Brésil-Maroc, ça va être plutôt pas mal, hein. Ça va être un match plutôt cool à suivre. Donc c'est plutôt cool. Et après, le prono, donc France-Portugal en finale. C'est le 19 juillet la finale? Ok, je pensais pas. Poup, 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 poup. Où est-ce que c'est cette histoire? Calendrier? Non, pas calendrier. Classement. Voilà, classement. Ah ouais, ok. Ok, bah ils ont. Eh oui, parce que je suis con. Vu que c'est un tournoi à 1 million d'équipes et qu'il y a des 16e de finale, c'est vrai qu'ils ont un peu rallongé cette Coupe du Monde. Pardon, c'est vrai, c'est vrai. My bad. Franchement, passons déjà le Sénégal et la Norvège, c'est pas gagné. Je suis plutôt d'accord avec toi, mon cher Paul. Merci à Atukuma pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Hat-Trick. À toi aussi, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions, des affirmations. Vu que je vois que vous êtes pas mal aussi, petit point promo quand même les amis, n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube. Bon, la chaîne YouTube en ce moment il n'y a que les rediffusions de live, mais si vous voulez aller voir les rediffusions, je vous invite à aller les voir sur la chaîne YouTube Hat-Trick FR, ou sinon vous pouvez nous écouter sur les plateformes de podcast. Et vous pouvez aussi me suivre. Alors, le follow sur Twitch, c'est gratuit, les amis. Ça nous aide beaucoup si vous venez nous follow sur Twitch. Ça nous aiderait beaucoup. Évidemment, vous pouvez vous abonner si vous êtes encore plus
de cœur, on va dire. Mais n'hésitez pas à follow AtricFR1 sur la chaîne Twitch. Ça nous aiderait beaucoup. Et après, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat et Thread et X, pardon. Voilà. Donc voilà, on peut continuer ce live les amis, donc on a parlé de la blessure du Ney, examens médicaux aussi pour le Marocain Ezzal Zouli blessé avant le début du mondial, un article Flashcore, l'ailier du Maroc Abdé Samed Ezzal Zouli touché à un genou dimanche contre la Norvège, a subi des examens médicaux pour déterminer l'étendue de sa blessure et s'il pourra jouer le premier match du mondial contre le Brésil, a indiqué l'AFP, une source ayant connaissance du dossier. Le joueur du Real Betis, passeur décisif sur le premier but marocain inscrit par Brahim Diaz, s'est blessé au genou droit en fin de première mi-temps et a dû quitter le terrain aidé par le médecin de l'équipe nationale et son assistant. Hop là, pardon. Hop. Merde. Hop. Donc on disait, oui, il est où, pardon, Abdé. Le joueur du P, donc passeur décisif sur le but de Brahim Diaz, s'est blessé au genou droit en fin de première mi-temps et a dû quitter le terrain. Tout le monde attend le résultat des examens des Alzouli pour déterminer la gravité de sa blessure et savoir s'il sera rétabli à temps pour la Coupe du Monde. A indiqué une source proche du dossier, les Lions de l'Atlas affrontent le Brésil samedi à East Rutherford, près de New York, désolé pour mon accent, puis l'Écosse et Haïti dans le groupe C. Selon cette source, il faut attendre 48 heures pour connaître les détails de la blessure avant de prendre une décision. Elle a qualifié de spéculation les informations évoquant une absence de 3 à 4 semaines, voire un forfait pour le tournoi. La blessure des Alzouli constitue le deuxième coup dur pour le Maroc après la blessure à une épaule du défenseur de Manchester United Noussair Mazraoui, également contre la Norvège. Le sélectionneur marocain Mohamed Ouabi avait dit après le match espérer que les blessures de ces deux joueurs n'étaient pas graves. La blessure de Mazraoui complique la tâche du sélectionneur car sa doublure, le latéral gauche du PSV Eindhoven, Anas Salahedin, a manqué les derniers entraînements en raison lui aussi d'une blessure. Youssef Bellamari reste le seul arrière-gauche de métier pour affronter le Brésil si Mazraoui et Salahedin restent indisponibles. Par ailleurs, le défenseur de Marseille, Naïef Aguerd, poursuit sa convalescence après une opération visant à traiter Pubalgie qui l'avait empêché de disputer la fin de saison de Ligue 1. Donc voilà, donc pour l'instant on n'a pas plus d'informations, il faudra encore attendre jusqu'à demain pour avoir un peu plus d'infos concernant la blessure de Ezzal Zouli. Alors là, on va pas forcément parler sportif, mais plutôt politique, réglementation. La FIFA confirme que l'arbitre somalien refoulé par les États-Unis ne pourra pas officier lors de la Coupe du Monde. Alors, on va voir ce qui est dit déjà sur l'équipe du soir par rapport à cette info. Et après, on lira l'article. Dernière minute à la Coupe du Monde, un arbitre. Un arbitre somalien, Ouais. Omar Abdulkadir Artan, il était prévu pour la Coupe du Monde, a été refusé à la frontière et la FIFA confirme qu'il ne participera pas au mondial. Ah oui. Donc retour c'est à la confirmé maison. en plus. C'est confirmé. Voilà. Et c'est franchement, ce qui se passe depuis 2-3 jours, ça commence à tomber là, Les fort images elles sont incroyables. parce que les délégations commencent à arriver sur place en fait. C'est une honte absolue. Franchement, s'il y avait eu le quart de ça sur le Qatar, Mais bien à sûr, juste ou en titre, Russie, Hugo. titre, on en aurait parlé. Iran qualifié pour la Coupe du Monde. Iran a un match aux États-Unis. Ils devront faire l'aller-retour dans la journée. Dans la journée. Et le match, il est pas assez. Il est Camp de base assez tard, ils vont Mexique. partir, Dans la journée, tu joues, tu repars, tu machin, tu vas là. il y a une sélection que je vais suivre aussi aux États-Unis et l'Irak. Ouais. Le photographe officiel de la délégation, donc, Ouais. qui avait un visa pour les États-Unis, Ouais, pareil, une accréditation aussi de la FIFA pour la Coupe du Monde, il a été refoulé à l'atterrissage, à la frontière. On a des raisons. La star de l'Irak, l'attaquant Hussein, a été interrogé sur une chaise en plastique pendant 7 heures. Donc c'est une honte absolue. En fait, l'Irak n'a plus de photographe officiel. Là, il y a pas de photo de l'Irak. L'info, c'est Omar Abdulkadir Artan, donc qui avait tous ses papiers en règle, C'est le meilleur arbitre de arbitre la africain. Coupe du Monde, meilleur arbitre africain, Mais il a été raison. donc il a raison. La refusé levée d'entrer de sur le bouclier territoire que et ce serait- reparti chez lui. La levée de bouclier que ce serait, si on voyait ces images dans d'autres pays qui ont organisé la Coupe du Monde, notamment les deux dernières, que ce soit au Qatar ou en Russie, mais je veux dire, mais là, Mais là, il y a- t'aurais des assos, t'aurais des machins, t'aurais des campagnes de presse pour dire que c'est une honte. Mais on va voir comment ça se passe. Il y a 48 équipes. Ça veut dire 48 sélectionneurs. Ça veut dire autant de joueurs qui viendront en conf et tout. Je pense que ça peut tourner beaucoup même autour de ça. Même Parce que- l'arrivée du Sénégal, elle a été. pareil. enfin, Mais c'est- cet arbitre, il a 33 ans. C'est le meilleur arbitre africain. Ouais. C'est le moment, c'est le summum de sa carrière, etc.
tout est en règle. Il a son visa, il a son accréditation. Ah, mais Et ce qui se passe, c'est tout simplement du racisme. Non, mais Il est refoulé à la frontière parce qu'il est somalien et parce que la Somalie est inscrite sur une liste de pays Oui, ils ont une liste. où ils veulent pas Mais Hugo, toi, Donc voilà, hein, vraiment, c'est assez choquant quand même, hein, ce genre d'informations. Voilà, c'est vraiment là, on n'est plus dans le sportif, dans la politique et c'est plutôt catastrophique. Donc la FIFA a indiqué que l'arbitre somalien et la FIFA ne réagit pas, c'est ça qui est encore plus triste. Alors nous, on essaye d'en parler, sur nos lives, mais c'est sûr qu'on a très peu de poids, mais c'est vraiment, honteux. La FIFA a indiqué que l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, refoulé à son entrée aux États-Unis, ne pourra pas officier lors de la Coupe du Monde. L'instance se range ainsi derrière la décision politique de l'un des 3 pays hôtes du mondial. On nous dit aussi, hein, dans les commentaires, hein, les supporters haïtiens sont privés de visa par les USA et d'autres pays aussi. Mais je crois qu'il y avait même une liste, hein, pour des supporters argentins, je crois, qui n'avaient pas forcément le droit de venir aux États-Unis. L'arbitre somalien refoulé à son entrée aux États-Unis n'officiera pas durant la Coupe du Monde, a confirmé la FIFA à l'AFP lundi. La FIFA confirme que l'arbitre Omar Abdulkadir Artan ne pourra ni s'entraîner ni officier lors de la Coupe du Monde 2026 après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis, a indiqué l'instance. La FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris dans l'octroi des visas, et a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne serait pas modifié pour le moment, est-il ajouté dans le communiqué. Conformément aux précédentes compétitions organisées par la FIFA, c'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire. Là aussi, sur les mots de... Alors c'est Hugo Guillemet, il me semble, hein, que si ça avait été au Qatar ou dans d'autres pays comme ça aurait fait scandale, tout le monde en aurait parlé. Là, vu que c'est aux États-Unis, j'ai pas vu forcément l'info circuler de partout. Mais il faut tout de même en parler. Les Somaliens ciblés par Trump. Les raisons du refoulement d'Omar Abdulkadir Artan ne sont pas encore connues. Pourtant, il disposait d'un visa en règle, a assuré Aden Abshir, haut conseiller auprès du ministère somalien de la Jeunesse et des Sports. Interrogé par l'AFP, la Somalie est l'un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés d'une interdiction de voyage aux États-Unis par l'administration de Donald Trump. Fin novembre, le président américain l'avait qualifié de pays pourri et fait part de son intention de mettre fin au statut spécial protégeant les ressortissants somaliens de l'expulsion. Voilà, hein, président de la puissance numéro 1 au monde, qui qualifie de pays pourri la Somalie, c'est vraiment... c'est scandaleux, en vrai. Désolé de faire un peu de politique comme ça, mais, peu importe les avis, mais je trouve ça terrible. Voilà, merci à tout mot. Infantino invendu. Infantino, c'est vraiment de plus en plus... On se plaignait de Sepp Blatter, hein, qui était un putain de corrompu, mais alors lui, le frérot Infantino, ça reste catastrophique aussi. Voilà. On parle des visas, mais aussi, par exemple, pour la Suisse, on en parlait hier, hein, qui avait un camp de base sur une île aux serpents. La préparation agitée de la Suisse à la Coupe du Monde 2026 continue. Le camp de base des joueurs a été menacé par un incendie. Un incendie s'est déclaré lundi dans le sud de la Californie, près du camp de base de la sélection suisse, sur surveillance une partie de la journée. L'hôtel où réside la Nati n'a finalement pas été évacué. Après les serpents, le feu installé dans le sud de l'État américain de Californie, la sélection suisse connaît une préparation pour la Coupe du Monde agitée. D'après les médias helvétiques, un incendie s'est déclaré ce lundi à 9h30 dans la Sorrento Valley, à moins de 10 km du camp de base de la Nati. Des zones d'habitation de San Diego ont dû être évacuées, mais pas l'hôtel où résident les joueurs de Murat Yakin, qui ont même pu s'entraîner. Le feu a finalement été contenu lundi. Désolé. Un incendie s'est déclaré donc, a dû être évacué, mais pas l'hôtel où résident les joueurs de Murat Yakin, qui ont même pu s'entraîner. Le feu a finalement été contenu lundi dans la soirée grâce au travail des pompiers californiens soutenus par des hélicoptères. La FIFA surveille la situation et nous a pour l'instant assuré qu'il n'y avait aucun problème pour nous. A déclaré l'association suisse de football en fin de journée à la chaîne ATS dans le groupe. Dans le groupe B, la Nati entame sa Coupe du Monde ce samedi face au Qatar. Donc on voit là les incendies là pour ceux qui sont sur Twitch. Donc voilà. Hein. Pourquoi ne pas boycotter cette merde? Alors moi j'appelle pas forcément au boycott parce que
Parce que, je sais pas, j'aime trop le foot pour ça, mais c'est vrai que ça me choque pas les gens, hein. Déjà, il y avait eu pas mal d'histoires de boycott, mais les gens s'étaient réveillés hyper tard pour le Qatar. Quand ils avaient fait leur appel au boycott, ils avaient fait les choqués qu'il y avait eu autant de problèmes alors qu'on était au courant depuis des années. Et là, aux États-Unis, on savait que ça allait se passer comme ça avec tout ce qui se passe dans la situation. Pardon. Géopolitique des États-Unis. Mais voilà, moi, pour moi, le football prime. Désolé, j'ai des allergies, hein. Prime par-dessus tout. Donc voilà. Le maire de New York est contre tout ça et a fait une déclaration. Alors, j'ai pas vu la déclaration du maire de New York, mais c'est vrai que je crois qu'il est plutôt, je sais plus c'est quoi exactement, je crois que c'est démocrate, le maire de New York. Alors je vais aller me moucher, désolé, je reviens les amis dans quelques petites secondes, hein, comme ça je vous embête plus. On est de retour, le micro est bon. Donc voilà pour la situation aux États-Unis. Concernant l'arbitre somalien, concernant le camp d'entraînement de la Suisse, on avait vu aussi, je crois que c'était le Japon, mais là c'était pour le coup c'était au Mexique, où les terrains d'entraînement n'étaient pas du tout de qualité pendant leur stage de préparation. Là maintenant ils sont aux États-Unis, je crois que ça se passe légèrement mieux. Dans 4 ans ce sera mieux, la Coupe du Monde de football, Espagne, Portugal et Maroc. Là aussi après je suis pas le plus grand fan. Je suis pas le plus grand fan des compétitions sur plusieurs pays. Moi j'aimais bien quand c'était un seul pays hôte, mais bon. Ça reste des choix qu'on ne maîtrise pas. Merci à ASB pardon pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue dans la communauté. Merci aussi à Moquette Serge Plot. Ça fait extrêmement plaisir aussi. Bienvenue dans la communauté Atrix. Si vous avez des questions, des affirmations, n'hésitez pas. Le maire de New York est contre tout ça et dit que c'est contre l'esprit de la compétition. Ben, tu m'étonnes. Va sur les RS pour voir ça. Non, il est de la gauche. La gauche, c'est pas des... Ah, pardon, je me suis peut-être trompé après, hein. Mais oui, il est de gauche, mais... maire de New York... C'est démocrate et... putain, merde. Ouais, c'est ça, démocrate. Et c'est quoi, du coup, la droite aux États-Unis? Qu'on dise pas trop de bêtises. Droite aux États-Unis. Droite. Républicain, voilà. Merci. Républicain avec un C, mes amis. Hein. Donc voilà. Voilà, pour faire un peu de politique, même si c'est pas c'est pas ce que je maîtrise le plus pour le coup. Mais voilà, on est quand même légèrement informé. Démocrate, c'est la droite, républicain, c'est RN. Non. Démocrate, c'est à gauche. Enfin, techniquement, démocrate, c'est à gauche. Après, on va pas faire de politique comme ça. Démocrate, c'est gauche et droite, c'est républicain. Patrick, le chef de France, c'est toi. On veut pas Macron. Alors, on n'était pas sur Manu Macron. On va pas parler de Manu Macron non plus, sinon ça va partir dans tous les sens. On va se reconcentrer sur le football, les amis, quand même. Mais voilà, fallait en parler quand même. Hein. On est quand même un média où on essaye de parler de tout. Pour l'instant,
Voilà, hein, on n'est pas, comment dire? J'ai pas des informations, que je peux vous apporter, mais on essaye de se renseigner et de transmettre au moins les informations de nos confrères dans les autres médias. Hem c'est toi le chef d'OGC Nice aussi. Oui, c'est vrai, je le rappelle, hein, sur Twitch, hein, à 1 million d'abonnés, je rachète l'OGC Nice. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Twitch, hein. Même sur TikTok, hein, 1 million de followers, je rachète l'OGC Nice, hein. Le foot, c'est de la droite vers la gauche et inversement. D'accord. Mais tu as vu les débordements politiques et les voyages de l'Iran jour ces matchs. Que dit la FIFA dans tout ça? Ah, la FIFA dit rien, la FIFA enfin, Gianni Infantino est plutôt proche de Donald Trump, donc c'est sûr qu'ils vont pas dire grand-chose, mais c'est vrai que c'est catastrophique ce qui se passe avec l'Iran, l'Irak, hein, évidemment. On revient sur le sportif, les amis, les débats politiques, si on en parle, on aura le temps d'en reparler, je pense, hein, avec tout ce qui va se passer lors de cette Coupe du Monde. Voilà, après, comme je le disais, c'est pas ce que je maîtrise le plus, et j'essaie juste de relater les infos sans prendre parti non plus, mais c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, sur le sportif, sur la Coupe du Monde, on a fait une grosse partie, il est quelle heure? 11h33, donc on a fait 1h30 sur la Coupe du Monde. On va passer à autre chose, on va aller plutôt sur tout ce qui est mercato, on va revenir sur la Ligue 1, le football de club. Avec déjà Alexandre Dujeu va bien devenir le nouvel entraîneur de Lorient. Alors, il était plutôt pressenti pour signer du côté de l'OGC Nice, et au final, ok. Il était plutôt pressenti du côté de l'OGC Nice, et finalement, il va rejoindre Lorient. Donc voilà, encore un coup de pied dans encore un coup de pied dans le club de l'OGC Nice. Alexandre Dujeu va bien devenir le nouvel entraîneur de Lorient, favori à la succession d'Olivier Pantaloni. Alexandre Dujeu va bien devenir entraîneur du FC Lorient, où il s'engagera dans les prochains jours pour une durée de 2 ans, plus une année en option. Un article de Flavien Trésarieux. Il n'y avait plus guère de suspense. Alexandre Dujeu va bien devenir l'entraîneur de Lorient. Libre depuis son départ d'Angers, où il s'était mis d'accord avec ses ex-dirigeants pour mettre fin à son contrat de 2 ans, le technicien de 50 ans est sur le point de vivre sa deuxième expérience sur un banc de Ligue 1, comme révélé par RMC, ce que nous sommes en mesure de confirmer. Dujeu va s'engager pour 2 ans plus une année en option avec les Merlus. Sa signature est attendue dans la semaine, ce qui va permettre au club breton de ne plus avoir qu'à se concentrer sur le futur visage de l'effectif. Après avoir longtemps tâtonné et envisagé les noms de Will Steele, de Patrick Vieira, de Stéphane Guilly, ou même plus récemment de Wilfried Nancy, la direction sportive lorientaise a trouvé ce lundi un accord avec Dujeu, qui a séduit par sa capacité à maintenir avec une certaine marge le SCO, l'un des plus petits budgets du championnat. Et à sa manière d'exposer ses idées, selon nos informations, il arrivera dans le Morbihan avec 2 adjoints, dont Lamine Mbaye. Donc voilà, encore un coup dur pour Nice, plutôt pas mal pour Alexandre Dujeu, hein, qui, on le rappelle, Lorient qui a été racheté par un consortium américain, Black Knight Football Club. Donc on verra ce que ça donne. Côté Olivier Pantaloni, donc l'ancien entraîneur de Lorient. Alors lui, en cas de départ de Pierre Sage, ça devrait être lui potentiellement le remplaçant de Pierre Sage sur le banc lensois. Et après, côté OGC Nice, voilà, on a vu des noms qui sont encore libres. Alors Will Steele devrait s'engager à Auxerre. Patrick Vieira, je pense qu'il va rester du côté du Mans au moins pour une saison. Après Stéphane Guilly du côté de l'OGC Nice, ça peut être pas mal, hein. Moi j'ai bien aimé ce qu'il faisait du côté du Paris FC. Après c'est sûr qu'il n'y avait plus les mêmes ambitions entre le Paris FC de Ligue 2 et de Ligue 1, mais j'ai trouvé ça dommage déjà qu'il se fasse renvoyer. Ça a marché, hein, le coup Camboiré, ça a plutôt été efficace. Donc Stéphane Guilly du côté de l'OGC Nice, pourquoi pas, j'aimerais bien voir. De toute façon, il n'y a pas forcément d'autres idées pour les entraîneurs du club azuréen. Côté Ligue 2 et Saint-Etienne a trouvé son nouveau coach après Philippe Montagnier. C'est l'Écossais Yann Cotreau qui va devenir le nouvel entraîneur des Verts. Alors, un entraîneur qu'on ne connaît pas forcément, l'entraîneur écossais du club portugais d'Estoril, Yann Cotreau, qui était sous contrat jusqu'en juin 2028, est le nouvel entraîneur de Saint-Etienne et remplace Philippe Montagnier.
C'est un article de Joël Dominichetti. Après quelques jours de négociations, l'AS Saint-Étienne a trouvé ce week-end un terrain d'entente financier avec le club portugais d'Estoril pour racheter les 2 dernières années de contrat de son technicien écossais Yann Catro. L'entraîneur qui exerçait à l'ouest de Lisbonne chez les Canarinhos depuis 2 saisons et qui avait terminé respectivement 8e et 10e du championnat, sera le nouvel entraîneur des Verts. Il remplace Philippe Montagnier qui ne souhaitait pas poursuivre en Ligue 2 et dont le bail expirait fin juin. L'information a été officialisée ce lundi en fin d'après-midi. Âgé de 39 ans, Catro, né à Dundee, est titulaire de la licence Pro UEFA. Il n'a pas connu de carrière de joueur professionnel émérite, mais possède un vécu d'entraîneur à vocation européenne. Il a notamment travaillé en Écosse, au Portugal, en Angleterre, en Espagne, en Arabie Saoudite. Il a été le numéro 1 à Heart of Midlothian et à Estoril, ou encore adjoint de Nuno Espirito Santo à Valence, où il a connu la Ligue des Champions. Donc voilà, le palmarès, enfin le palmarès, le CV du nouvel entraîneur de Saint-Etienne. On verra, on suivra ça. De toute façon, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de plus d'infos, on ne pourra pas en parler. Pour finir ce live, il nous reste une vingtaine de minutes, donc on va parler mercato, les amis. Donc si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle de joueurs, de clubs en particulier, eh ben c'est maintenant. Ou même si vous avez des questions par rapport à d'autres choses, par rapport à la Coupe du Monde, je sais pas, peu importe, même par rapport à d'autres sports, si vous voulez qu'on parle d'autres choses, n'hésitez pas dans le chat, que ça soit sur TikTok ou sur Twitch, on essayera de répondre à tout le monde. Que dit c'est sportif car on parle car ça joue sur le mental des équipes. Que penses-tu du milieu et la défense de l'équipe de France? Le milieu et la défense de l'équipe de France, je trouve ça plutôt solide. Même s'il y a il y a pas mal de trous sur les phases de transition qu'il faudra corriger pour les Bleus. Mais après, je trouve ça plutôt solide, hein. Une des meilleures charnières centrales du monde. Saliba, Upamecano. Au cage, Mike Maignan, quand même l'un des meilleurs gardiens au monde, je pense. Est-ce que je me risque, mais top 5, Mike Maignan, au niveau des meilleurs gardiens au monde, voire top 3? Est-ce qu'on peut dire que Mike Maignan est peut-être... Ah, top 5, top 5. Top 5, top 3, ça me paraît un peu compliqué. Et après, voilà, les 2 latéraux, c'est peut-être là où on se pose le plus de questions pour cette défense de l'équipe de France. Et au milieu de terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Rabiot, Tchouaméni, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, en tout cas, moi. Voilà. Sur les infos mercato, évidemment, on va aller sur notre Italien favori, notre liqueur favori. Fabrizio Romano. Qu'est-ce que nous a sorti Fabrizio pour qu'on puisse débattre? José Mourinho est à Madrid aujourd'hui avec sa présentation en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid pour un deal de 3 ans. Donc voilà, José Mourinho, ça va être officiel très 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 bientôt. Le plan actuel pour Manchester United est de se séparer de Altay Bayindir et pour qu'il trouve du temps de jeu régulier. Manchester United travaille sur un nouveau backup pour Seny Lamens, un nouveau gardien. Et Tom Heaton, qui a re-signé 1 an, va rester en tant que 3e gardien. Voilà, pas les infos les plus intéressantes. No chance for Kenan Yildiz de quitter la Juventus cet été. Ce n'est pas un sujet pour la Juve qui a fermé toutes les portes. Il y a des mois, un nouveau contrat a été signé en février. C'est un joueur clé et il va rester même sans Ligue des Champions. Le Borussia Mönchengladbach qui confirme la signature de Isaac Lidberg venant de Darmstadt pour 3,5 millions d'euros. Je ne connais pas le joueur. Après Kieran Trippier, donc j'avais sélectionné l'info, mais elle est juste là. Après Kieran Trippier qui signe du côté de Wolverhampton, les Wolves sont en train de discuter avec Raúl Jiménez pour un éventuel retour au club. On rappelle Wolverhampton qui est descendu en Championship cette saison. Donc ils évolueront en Ligue 2 anglaise pour Kieran Trippier, c'est sûr, et potentiellement pour Raúl Jiménez.
Denzel Dumfries a signé son contrat avec le Real Madrid après la visite médicale la semaine dernière. Il va signer pour 4 ans. Pareil pour Ibou Konaté, qui vont signer jusqu'en 2030. Et l'Inter va recevoir 20 millions d'euros. Les infos Ligue 1, négociations entre Crystal Palace et le RC Lens pour Pierre Sage commencent pour que Pierre Sage rejoigne le Crystal Palace. D'après Fabrizio Romano, il est prêt à dire oui au projet de Palace. Il l'aurait fait la semaine dernière. Donc là, il a fait un live de 1 heure. Marco Palestra, tout Newcastle, ça ne devrait pas arriver. D'accord. Comme travaille sur 2 Brésiliens pour les rejoindre, Yann Couto du Borussia Dortmund et Kaiki de Cruzeiro. Les discussions sont toujours en marche. La Juventus veut signer Djibou Martinez, une priorité en tant que gardien après que le deal avec Alisson soit off. Donc la fin du deal avec Alisson. Ils sont sur Djibou Martinez. Les discussions ont commencé pour le prix et les détails du contrat et un haut salaire pour Djibou Martinez du côté de la Juve qui explore toujours cette option. Une autre option pour Djibou Martinez, ça serait non, pour la Juventus, ça serait le gardien de Tottenham, Vicario. Le triplé, le hat-trick hier de Michael Olise fait augmenter ses stats, 57 goals et assists, toutes compétitions confondues pour son club et son pays, pour la saison de Michael Olise. Donc des stats plutôt flatteuses. Hein. Direction le Ballon d'Or pour Michael Olise. Brazilian Federation Statement on Neymar Junior Condition. Donc on disait les tests sont bons pour Neymar après son IRM et les tests montrent une bonne évolution de son traitement. Bref. Changement de plan, Bernardo Silva devrait décider de son futur après la Coupe du Monde. Barcelone et l'Atlético sont tous les deux en discussion avec Jorge Mendes, son agent, pour le faire venir. Et tous les clubs et les options sont toujours possibles pour Bernardo Silva. Juren Timber, on en a parlé, qui a quitté la sélection hollandaise. Matheus Fernandez, le prix a été fixé par West Ham pour 85 millions de livres. Manchester United est en discussion avec le camp du joueur pour le faire signer. Donc, deal à suivre. Inedio Abate a accepté un contrat en tant que nouveau manager du Torino jusqu'à juin 2028. Voilà. Il n'y a pas de discussion entre Al-Qadsiya et Chelsea pour Marc Gouillou, malgré les infos venant d'Arabie Saoudite. Newcastle a complété le transfert de Ewen Jawen, le gardien du Stade de Reims, pour 18 millions de livres, donc une vingtaine de millions d'euros. Ou moins, je crois que c'est. Les discussions aussi se poursuivent entre Tottenham et Manchester City pour Savigno. Olivier Giroud a signé un nouveau contrat avec Lille jusqu'en juin 2027. David Ancelotti a Olivier Giroud dans ses plans pour la saison 2026-2027. Et c'est confirmé, Vitali Mykolenko a signé un nouveau contrat de 3 ans avec Everton jusqu'en juin 2029. Raphaël Leao veut un club de Première Ligue ou de Liga, la Juve veut Sorloth et Çalhanoğlu et Dybala vont rester dans leurs clubs respectifs, que ça soit Çalhanoğlu du côté de l'Inter et Dybala du côté de la Roma. Divock Origi s'est retiré, prend sa retraite du football professionnel, hein, après avoir fait pas mal de clubs. Divock Origi, le super sub de Liverpool lors de leur victoire en Ligue des Champions. Donc voilà, passer aussi par la Ligue 1 du côté du LOSC, si je dis pas de bêtises pour Divock Origi. Donc voilà, bonne retraite à lui. Manchester City prépare une nouvelle offre pour le joueur de Nottingham Forest, Elliot Anderson. Et Manchester City est plutôt confiant. On parle vraiment de 100-110 millions pour Elliot Anderson, le milieu de Nottingham.
Roberto Mancini a ouvert la porte pour un retour en tant que sélectionneur national de l'Italie depuis mai et il est le candidat favori pour le job. Alors, Roberto Mancini, de nouveau sélectionneur de l'Italie, je crois que ça serait la troisième fois déjà pour Mancini en tant que sélectionneur. Donc, à voir, est-ce que vraiment l'Italie en a besoin et ils n'ont pas besoin de plus de rafraîchissement plutôt. Malgré les liens entre Feyenoord, Oliver Glasner et la priorité du Milan AC. Voilà, et après pour ce qui est toutes les infos, je pense qu'on a fait le tour les amis, toutes les infos mercato. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ton contenu est top. Désolé, j'avais pas vu. Merci beaucoup déjà à mon ami Golden Lino. Merci beaucoup. Enfin, ça se réveille. Arrêtez les blabla, Olysée, c'est la revanche contre l'Angleterre qui l'a méprisé, point barre. Moi, non. Une équipe africaine en premier match. Oui, effectivement, le Sénégal, premier match de l'équipe de France, ça sera le 16 juin. Olysée peut jouer partout, mais il faut savoir l'utiliser par rapport aux autres. Dribbleurs aussi, effectivement, très bon dribbleur. Mais on a déjà des milieux, oui, mais des milieux avec une qualité de passe comme ça, il y en a pas forcément. Pour moi, c'est les trois, hein. C'est les trois. Désiré Doué, Michael Olysée et Ryan Cherki. À droite, à son poste, il y a aussi Dembélé. Ouais, mais bon, Dembélé, je pense ça y est. Dembélé à droite, vu le match qu'il a fait hier, on a du mal à s'en remettre. C'est le plus intéressant quand déjà il est plus libre. Là, il a joué 10 hier. Enfin, 10, deuxième attaquant, peu importe, enfin plus libre. C'est compliqué, il faut vraiment qu'il soit numéro 9, je pense. Ousmane Dembélé, ça y est, il a compris comment jouer numéro 9. En plus, Mbappé, il a vraiment du mal à ce poste. Mais bon, c'est là où, en fait, il y a beaucoup de questions. C'est ce qu'il faut changer là à l'approche du premier match de la Coupe du Monde. Décider enfin de remettre Mbappé 9. Je pense que ça Mbappé à gauche. Je pense que ça n'arrivera pas. Les faire jouer ensemble, comment faire? Ah bah la solution, pour moi, la solution de cette équipe de France, c'est Mbappé à gauche, Dembélé en 9, à droite, Michael Olysée, numéro 10, Désiré Doué. Voilà. Ici, le reste, c'est de la romance. Ok. Et ça sera lui le meilleur de la France en Coupe du Monde depuis l'année dernière, on prévient. Nous avons des familles partout et on sait très bien les choses que vous ignorez. Ok. Ok. J'ai pas. À 3 attaquants. Oh, moi je veux 4 offensifs dans cette équipe de France. Oui, mais ça fait combien de temps il a pas joué à gauche? Mbappé aussi. On s'en fout. On s'en fout, il sait comment jouer à gauche. Il n'y a pas de souci avec ça. Et vraiment dommage aussi hein, que Hugo Ekitike soit blessé parce qu'il avait une. En tout cas, on avait vu une sacrée connexion avec Kiki Dubonji. Donc ça aurait pu être plutôt intéressant. En tout cas, les gens, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il va jamais aller à gauche, on le sait tous. C'est pas faux, mais bon, on est obligé d'analyser quand même la situation et essayer de de trouver des solutions en tout cas. Après, ce qui est fait et pas fait, c'est vrai qu'on n'a aucun pouvoir de décision. À part si vous avez le numéro de Didier, n'hésitez pas. En tout cas, les amis, merci à tous d'avoir été présents. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a été un super live. Franchement, j'ai trouvé ça très cool. Un live assez fluide. Pas mal de gens qui sont intervenus, pas mal de personnes qui sont passées, qui sont venues sur TikTok, sur Twitch. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour ce court passage et vive la France. Bah, effectivement, vive la France. N'hésitez pas, je le rappelle, à venir me follow sur TikTok, à venir me follow sur Twitch. Le follow, c'est gratuit, je le rappelle. Vous abonner sur YouTube aussi, c'est gratuit. Les plateformes de podcast, si vous préférez nous écouter et écouter les anciennes émissions. Si vous souhaitez, vous avez aussi les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Snapchat, Thread, Facebook, X. N'hésitez pas à venir nous follow.
Mais voilà, le principal, c'est peut-être la chaîne Twitch, hein, ça nous aiderait énormément qu'on soit peut-être affilié sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir au moins follow la chaîne. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci, je le rappelle, à Golden Lino pour les 13 roses, hein, vraiment le cadeau de ce live. Merci beaucoup, les amis. On se retrouve demain, 10h midi, pour l'actu football. On reviendra peut-être sur les matchs qui a lieu ce soir. J'ai pas fait gaffe exactement à ce qu'il y avait ce soir, mais on en reparlera. On aura toujours de l'actu autour de l'équipe de France, de la Coupe du Monde, donc on pourra en parler. En tout cas, merci à tous. Passez un bon repas déjà, bon appétit à tous, une bonne après-midi et une bonne fin de journée. On se retrouve demain, les amis. Ciao, ciao!